Dans cet épisode, on discute avec une pointure de la domotique, Cédric Loqueneux. Bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 20 de Tech Café Domotique. Aujourd'hui, un épisode spécial puisqu'on fait l'interview de Cédric Loqueneux, une personne très connue dans le monde de la domotique puisqu'il est auteur du blog Maison et Domotique et aussi du guide, le guide Maison guide de la maison et des objets connectés, pardon. C'est Julien du blog Ça sert à quoi. Je suis accompagné de la fine équipe Antoine. Bonjour. Salut Julien, salut Cédric, et salut Gaëtan. Voilà, et donc Gaëtan, bonjour Gaëtan. Salut Julien, salut Antoine, et bienvenue Cédric. Voilà, et donc on l'a dit, Cédric, bienvenue Cédric dans cette émission. Alors une émission qui est vraiment centrée uniquement sur toi. Merci, c'est un grand honneur. Écoute, je pense que c'est le moindre qu'on puisse faire puisque je pense que tout le monde ici et beaucoup de nos auditeurs ont commencé grâce à ton blog parce que c'est impossible de commencer la domotique sans être passé sur ton blog. Il y a tellement de choses, d'objets connectés, etc. Donc, je pense que c'est un passage obligé. Et c'est justement ce que l'on va voir pendant tout cet épisode, un petit peu le parcours et puis l'évolution de toute cette domotique à travers les âges, la préhistoire de la domotique, parce que Cédric, ça fait quand même un paquet d'années. Alors avant qu'on passe sur l'expérience et la présentation de Cédric, on va parler de l'actualité domotique. Alors sur les différentes actualités, on a sélectionné 3 sujets. L'annonce de la sortie de la Fibaro Home Center 3 Lite. C'est de plus en plus des noms à rallonge, mais bon. Donc l'année dernière au CES 2020, Fibaro avait présenté sa Home Center 3, donc son haut de gamme, qui présentait en plus du Z-Wave, maintenant Zigbee, etc. Là, comme la Home Center 2, il prévoit la version Lite pour 129 €. Là, par contre, ça sera uniquement du Z-Wave 700. Alors, bien sûr, en termes de puissance, c'est un petit peu moins puissant. On aura moins de RAM, moins de capacité à héberger du nombre d'appareils Z-Wave, du nombre de scènes aussi, je crois. Voilà, donc bon, c'est pas mal pour commencer. Fibaro reste quand même toujours un bon produit. Dommage que ce soit juste limité au Z-Wave quand même. Autre petite actualité. Ouais, vas-y. C'est un intérêt encore aujourd'hui de passer sur une box comme ça, uniquement en Z-Wave. Honnêtement, pour commencer. D'accord, c'est bon. Non, mais c'est une bonne question parce que moi j'ai lu des commentaires justement de gens sur je sais plus quel article qui en parlait justement, et des gens disaient ouais, de toute façon ça sert à rien. Ce protocole va bientôt être mort et enterré par le Zigbee qui est en train d'arriver à fond partout. Donc effectivement, je sais pas si c'est peut-être une bonne remarque. Même c'est pas une mauvaise remarque effectivement. Après, pour moi, je pense que le Z-Wave n'est pas complètement mort. On peut encore trouver des produits très sympathiques en Z-Wave. Certes, le budget est toujours un peu plus cher que le Zigbee. Après, c'est pareil, si tu as déjà une Home Center de Lite et puis qu'elle lâche, etc., et que tu veux rester parce que t'en as rien à foutre de changer sur la dernière, voilà, ça, pour moi, ça a du sens quand même. Encore. Certes, c'est peut-être pas ce que je choisirais. Mais pour commencer, pour quelque chose de robuste aussi, parce que le Z-Wave est quand même assez robuste en termes de réseau pour moi, je considère. Pourquoi pas? Ok. Mais tu peux remettre tes Philips Hue dessus. Oui, il y a toujours les Philips Hue compatibles avec des plugins. Après, attention. Il y a des plugins aussi sur bien sûr, depuis Home Center. Alors, déjà, moi, quand j'avais la Home Center 2, il y avait eu l'histoire de la version 3 avec les plugins, etc. Non, c'est quand même ouvert sur d'autres objets. Après, je ne sais plus, j'ai pas suivi quels sont maintenant les objets connectés compatibles, parce que je crois que tu pouvais aussi développer ton propre plugin de mémoire. Encore une fois, j'ai un peu lâché l'affaire depuis 4 ans, donc 3-4 ans, donc je sais pas. Voilà en termes d'actualité Fibaro. Alors Cocorico, une petite annonce française
puisque GCE, qui est très connu dans le monde domotique pour ses produits, alors plutôt intégrés dans les tableaux électriques, comme l'IPX400 ou alors le compteur d'énergie, dont on a parlé dans l'épisode spécial énergie. Alors GCE a racheté Zblue. Zblue, est-ce que vous connaissez Je pense que oui, Antoine Gaëtan. Moi, ça me parle. Bien sûr, bien évidemment que oui. Voilà, donc Non, Zblue. pas du tout. Non, ça me dit rien. Mais Non, si, Zblue, c'est même la société qui avait racheté Imperium et qui avait fait Ah, le produit d'accord. RF Player. Ouais, exact. D'accord. Ah oui, oui. En Le plus, fameux en RF plus, je l'ai vu Player passer, qui pouvait je l'ai vu faire passer, du ce truc, protocole ouais. un peu comme le RFXCOM et apprendre aussi des radiofréquences. Donc, ils ont acheté Zblue et ils vont sortir une box IPXR. Donc, c'est une box domotique intégrée dans son tableau, un peu comme l'IPX400, qui sera compatible Zigbee de mémoire. Alors, non, c'était déjà compatible Zigbee. Et Cédric, je vais peut-être te demander un petit peu d'aide là-dessus. Je sais que tu as publié un article que j'ai lu. Il y avait quoi ? Bien sûr, tous les protocoles 433 et 866 MHz, forcément, avec le RF Player. Oui, c'est Et- surtout ça en fait. De base, tu as autre chose ou il faut me rajouter des add-ons un peu comme les IPX ? Non, le Zigbee il va bien être ajouté parce qu'à la base il y avait que le N-Océan. Là ils nous ont parlé du Zigbee, même du Z-Wave. Et après des différents protocoles qui fonctionnent en 433 et 868 MHz, donc toute la techno qui récupère en fait du RF Player. Voilà. Donc compatible SOMFI, RTS. Pas compatible IO protocole, attention, hein, parce que maintenant quand on parle de SOMFI, il y a 2 protocoles. Hein. Bon, à voir. Les tarifs, j'ai pas vu de tarifs annoncés. Alors, il y a encore assez peu d'infos pour l'instant. Ouais, D'ailleurs, c'est il bien n'y ce a qui me pas eu semble. vraiment, il n'y a pas vraiment eu d'annonce officielle. C'était un post sur le forum de GCE. Je pense qu'ils feront une vraie annonce quand la box sera sortie, qui doit être normalement prévue pour le mois prochain. Ok. En termes d'actualité domotique, une dernière. Antoine, c'est toi qui l'as sélectionné ? Ouais, moi ce que j'ai vu passer là, la gamme de chez Legrand, la gamme Celian, Celian with Netatmo. Donc on le sait aujourd'hui, Netatmo a été racheté par Legrand. Et du coup, enfin racheté ou associé. Oui, non, ils ont été rachetés. Je l'ai racheté, ouais. Et du coup, ils avaient sorti il y a déjà un petit bout de temps toutes les prises, toute une gamme de prises Celian, Legrand, de prises connectées, mais qui étaient filaires. Et là, ils viennent de les sortir du coup en sans fil. Donc qui fonctionne avec la technologie N-Océan. On a déjà parlé, hein, le petit, en fait, vous générez un système de petits piezo en fait qui génère de l'énergie quand on appuie sur le bouton et qui reste juste nécessaire en fait pour du coup activer les équipements. Donc voilà, ils ont sorti une gamme qui du coup maintenant marche sans fil, donc c'est pas mal si vous voulez mettre des prises à des endroits où c'est pas toujours simple ou remplacer même des prises existantes, voilà, c'est dorénavant possible. Donc ça a l'air intéressant, j'ai regardé un petit peu, ça m'intéresse moi, notamment pour certains usages. Remplacer à des endroits justement où j'ai des grosses prises connectées qui sont énormes, il suffit de tout remplacer, on n'a plus ce gros truc qui sort connecté sur votre prise existante. Donc ça peut être intéressant. Alors par contre, c'est un certain coût évidemment. Je regardais moi le pack de démarrage. Où il y a une sorte de petite passerelle là qui est intégrée, ils appellent ça le diamant je crois, dans sur l'espèce de prise. Ça a un coût là, le pack avec 4 équipements, je crois que c'est 149 € déjà. Donc à chaque fois effectivement si on veut rajouter une prise et un bouton, et voilà, ça commence à mon avis à piquer un peu. Mais de toute façon il existait déjà des systèmes comme ça de chez Fibaro et compagnie je crois, mais qui pareil coûtait déjà assez cher, donc finalement voilà, on reste à peu près dans les gammes de prix assez élevées quoi. Les Wally étaient compatibles Celian, Ouais. compatibles Celian, et quand tu vois que un Wally avec plaque c'est 70 €. Ouais, j'ai vu sans vu moi plaque, du je sais Fibaro pas, là, ouais. J'ai vu ça, moi, c'est ouais, pas, dans c'est pas 60 déconnant. €, là. Bon, après, le protocole déconnant, N-Océan, non, ils ont jamais les prix, testé, ouais. donc je sais pas, je connais pas bien la Non, portée. moi etc. j'ai un bouton à la maison comme ça. De ce que j'ai moi là, ça fonctionne pas. De temps en temps, il y a des petits ratés. Il faut s'y reprendre une deuxième fois, appuyer. Je sais pas si c'est le bouton lui-même ou si c'est Ou le doigt. une histoire de portée ou mes doigts.
Mais voilà, donc à voir. Non, ça en plus, moi ce qui m'intéresse en plus, c'est que ça fonctionne nativement avec HomeKit, cette gamme-là. Bon, évidemment Alexa, Google Assistant et compagnie. Mais voilà, HomeKit, ça peut être sympa. Vous pouvez ajouter des trucs directement pour celles et ceux qui voudraient passer à du full HomeKit. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que ces prises-là apparemment supportent jusqu'à du 3680 watts. Donc il y a moyen de brancher l'appareil à raclette et tout ce qui va bien dessus. Ok, très bien. Mais je pense que on a fait le tour des différentes actualités domotiques par rapport au dernier épisode. On va enfin donner la parole à Cédric, puisque voilà, c'est le dossier du jour. C'est Cédric Loqueneux du blog Maison et Domotique. Alors Cédric, rapidement, qui es-tu ? Alors, Cédric, je vais avoir 42 ans cette année, marié, 3 enfants. Donc à la base, moi je suis pas du tout du domaine de la domotique. D'ailleurs, le slogan du blog à l'origine c'était la domotique dans la maison de Monsieur Tout le Monde, parce que à la base, moi j'ai une formation financière, j'étais contrôleur de gestion, donc aucune formation électronique, électricité ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours été passionné par tout ce qui est nouvelles technologies, le web, etc. Donc j'ai été quelques années contrôleur de gestion, j'ai switché responsable informatique, et jusqu'au moment où je suis devenu community manager chez Domado, donc où là je suis vraiment rentré à 100% dans la domotique. Mais voilà un peu mon background. Donc le blog a eu 13 ans au mois de décembre. Le blog je l'ai lancé en fait quand j'ai fait construire ma maison. Parce que il y a 13 ans, il y avait assez peu de ressources sur Internet, aussi bien sur la construction d'une maison, qui est une grosse aventure, que sur l'installation d'un système domotique. Du coup, au début, j'ai lancé le blog comme un carnet de bord pour mettre mes idées, expliquer un peu ce que je faisais pour qui voulait bien me lire. Et petit à petit, de fil en aiguille, c'est devenu le blog qu'on connaît aujourd'hui. Je serais curieux d'aller voir ton premier article. J'ai jamais fait l'effort d'aller jusque là, mais 13 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la préhistoire en termes de domotique, j'ai l'impression, quoi. Oui, parce que des blogs, sur la domotique, j'en ai vu plein qui se sont lancés, beaucoup de blogs qui ont tenu 1 an, 2 ans. Et en fait, mine de rien, tenir un blog, c'est beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de gens qui jettent l'éponge. Alors, il y a 2 cas. Il y a les gens qui jettent l'éponge parce que ils se rendaient pas compte du travail que c'était et ils peuvent pas faire face. Et après, on a eu beaucoup de choses. C'est les gens qui sont partis sur le même principe que moi, c'est-à-dire ils ont lancé leur blog pour expliquer leur aventure dans la domotique. Et une fois que leur système domotique a été installé et qui tournait nickel, ils avaient plus grand-chose à raconter et ils se sont arrêtés là. Et ça te prenait combien de temps le blog par jour à peu près ? Une demi-heure, un quart d'heure ? Le blog, c'est à peu près 3 heures par jour. Il faut savoir que mes journées, moi, elles commencent à 5 heures du mat. Ah oui, donc c'est... Voilà. Cédric est adepte du Miracle Morning, si vous n'avez pas lu sur son blog. Ouais, c'est la philosophie qui dit on se lève de bonne heure. Pour un truc tout bête, je l'ai fait pendant quelques années où je travaillais sur mon blog le soir. Mais voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants, il y a une vie de famille et le soir c'est pas possible. Donc j'ai fait ça à l'inverse. Je prends du temps le matin alors que personne n'est levé et au final je suis plus frais et j'empiète pas sur ma vie de famille. C'est vrai. C'est pareil aussi en ce moment. Donc 3 heures par jour. Ok. Après, sans compter le temps, des fois j'ai des choses que j'installe à la maison, ça fait partie de la vie courante, mais en fait c'est des objets que j'installe dans la maison et qui font partie de mes tests au passage. Ouais. Oui, c'est ça. C'est 3 heures pour écrire, mais après il y a tout le reste de. Oui, les tests prennent beaucoup de temps, surtout tester une ampoule ou une prise, c'est assez bateau, mais une solution domotique, si on veut la tester correctement, il y a pas mal d'heures à passer quand même. C'est ça. C'est énorme. Et toi, Julien, tu passes combien de temps par semaine sur ton blog ? En ce moment, c'est un peu plus difficile, mais avant, quand au début, je faisais effectivement comme Cédric, je le faisais le soir, sauf que je me couchais toujours tard. Après, j'ai dit, tant pis, je bosse. Je prends une demi-journée par semaine pour rédiger l'article de la semaine, parce que moi, je suis pas non plus à publier comme Cédric tous les jours. Je publie toutes les semaines. Mais quand on me posait la question, moi, je disais, un article, c'est 8 heures.
Parce que effectivement, tu as peut-être 2 heures, 3 heures de rédaction, mais à côté de ça, tu vas tester le produit pendant un paquet de temps, quoi. Et on en a déjà parlé avec Cédric. On n'est pas du genre à tester le produit pendant 1 heure sur un labo, et c'est plutôt en vie courante pendant 1 mois, quoi, minimum. Et ça prend du temps, quoi. Et ça, c'est clair. Et c'est ce qui donne la valeur au test. Ben oui, bien sûr. Ouais, parce que malheureusement, on voit beaucoup d'unboxing, que ce soit en article ou sur YouTube. Les personnes ont eu le produit pendant 1 heure, ils l'ont déballé, ils ont branché, ça marche, et ça y est, un avis sur le produit. Il y en a. Seulement, le produit, au bout d'une semaine, 15 jours, ça tombe, ça va bugger. Des trucs avec batterie, on n'a pas suffisamment de retour. Déjà, quand on a des produits où le fabricant nous donne 6 mois, 1 an de batterie, forcément, on n'a pas le retour nécessaire. Donc on extrapole un petit peu, mais voilà, on peut pas faire un test en 1 heure après le déballage, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a plein de gens, moi je voyais la grosse une polémique là-dessus, il y a plein de gens qui commandent chez Amazon et puis qui font du unboxing, qui font leurs petites vidéos et puis qui renvoient ça derrière avec Amazon Prime. C'est apparemment un petit peu voilà. Ah, c'est un business depuis quelques années, ça. Ouais, c'est clair. Alors Cédric, tu es aussi, je le disais en intro, tu es aussi auteur d'un livre, même de 2 livres. Un livre qui a été édité et un livre e-book. C'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, le guide de la maison et des objets connectés, qui est paru aux éditions Erol. En fait, il y a 5-6 ans, Erol m'avait contacté grâce à mon background justement en domotique. Ils voulaient lancer un livre autour de la maison connectée et ils m'ont contacté en me proposant le projet. Donc on a travaillé ensemble, j'ai fait la trame, etc. Et donc j'ai travaillé dessus pendant une bonne année. Et le but, c'était vraiment faire un livre qui s'adresse au grand public. Alors ça a été relu par pas mal de personnes parce que forcément, en étant le nez dedans pendant 13 ans, il y a des choses qui me paraissent normales, évidentes, et c'est pas obligatoirement évident pour le premier venu. Donc le but, oui, c'était vraiment Madame Michu, elle découvre la domotique, elle prend le livre avec ça, elle sait ce qu'il est pas capable, enfin ce qu'on peut faire en domotique, toutes les possibilités, comment ça fonctionne, donc en termes de tarifs, etc. Le but, c'était d'être assez exhaustif sur ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la maison connectée. Et le e-book, c'était sur quoi ? Donc là, tu l'as, entre guillemets, auto-édité, c'est ça, ton e-book ? Oui, le e-book, c'était vraiment dédié au chauffage. Alors je devais en faire d'autres, et c'est toujours un peu pris par le temps. En fait, c'était voir les différentes solutions qui existent pour optimiser son chauffage, donc gagner en confort, tout en faisant des économies de chauffage, alors que ce soit avec des objets connectés ou un vrai système domotique, et en fonction des différents types de chauffage. Donc ça, c'est un e-book que j'avais lancé. En fait, j'avais fait un sondage pour voir si les personnes étaient intéressées. Les personnes pouvaient pré-réserver à un tarif spécial l'e-book. Une fois que j'ai vu qu'il y avait vraiment de l'intérêt, donc je me suis mis au travail dessus. Et il est sorti en format e-book, alors sur Amazon Kindle, en PDF, etc. Et ça avait plutôt pas mal fonctionné. Je me souviens, moi, je l'avais acheté. Et tu le mets toujours à jour ou c'était un one shot ? C'était un one shot. Alors le principe reste toujours le même. Hein. Les techniques dans le chauffage n'ont pas beaucoup évolué. Après, c'est plus les produits. Il faudrait que je mette à jour aussi, mais il y a une mise en jour qui est en cours sur le livre déjà. Et je pense que la seconde étape, ce sera l'e-book aussi à mettre à jour. Qui est sorti le 15 octobre 2017. Je viens de retrouver mon email de précommande. Ah oui. Que tu me disais expédier. Ça, c'est aussi une bonne technique de vente sur Internet. Faut faire des précommandes, faut faire des sondages et après seulement se mettre au travail. Et s'il n'y a pas assez de précommandes, faut rembourser les gens. Voilà, c'est tout simple. Pour info, si vous voulez vous lancer sur un produit, prévendez-le et faites-le après si vous avez assez. C'est pas une arnaque. Non, tu rembourses pas les gens et puis tu disparais dans la nature. Non, j'ai dit il faut rembourser si tu le fais pas. C'est Kickstarter ton truc. Alors donc ça fait un moment que tu es dans la domotique. Alors le blog c'est 13 ans, mais tu as fait de la domotique un petit peu avant, c'est ça ?
C'est ça, la domotique, oui, ça fait plus de 15 ans que j'en fais. En fait, comme j'ai toujours été passionné par tout ce qui est nouvelles technologies, j'avais le premier baladeur MP3 à l'époque, le lecteur DivX, etc. J'avais même un premier blog, il y a 20 ans de ça, c'était Geekland ou un truc comme ça que j'avais lancé, et où je parlais de tous ces gadgets justement que j'ai importés de Chine. Et un jour, je suis tombé sur une autre référence dans le domaine, c'est le forum de toute la domotique, qui était là encore avant moi. Oui, c'est vrai. On pourrait le citer, hein, David. C'est quand même aussi lui qui a mis beaucoup de choses sur la domotique sur Internet français. Hein. Ah oui, complètement. Et je suis tombé un jour par hasard sur son forum où j'ai découvert, émerveillé, qu'on pouvait piloter sa maison en envoyant des textos. Parce que bon, il faut rappeler qu'il y a 15 ans, le smartphone n'existait pas encore. Ouais, c'est vrai. Envoyer des textos, pour allumer ta lumière. Et justement, alors, c'était avec quoi ? Parce que il n'y avait pas de Zigbee, il n'y avait pas de Z-Wave. Non, à l'époque, il y avait assez peu de modules domotiques, c'était du X10. Et encore, on n'avait pas beaucoup de modules, donc il y en a la moitié qui était importé des États-Unis. Et il y a 15 ans, on avait déjà le RFXcom qui était vendu avec la plage de fréquence 433 MHz et 310 MHz pour être compatible avec les périphériques américains. Par contre, à l'époque, quand tu achetais ça, tu devais un peu te débrouiller pour trouver il y avait pas de tuto, enfin, il y avait très peu de tutos, je suppose. C'était vraiment démerde-toi, quoi. Enfin, alors, il y en avait, mais c'était surtout en anglais parce que les box domotiques n'existaient pas encore, donc il fallait passer par un logiciel. À l'époque, la référence c'était HomeSeer, qui nécessitait un ordinateur qui tourne sous Windows. Donc, fallait un ordinateur qui tourne H24, installer HomeSeer qui avait une licence qui était assez coûteuse, et là-dessus, il y avait toute une communauté autour de HomeSeer pour expliquer un petit peu ce qu'on pouvait faire. On pouvait aller assez loin parce que on pouvait faire des scénarios assez simples, even else, mais on pouvait aussi écrire avec du langage de programmation. D'accord. Et on avait, il y avait déjà une solution open source à l'époque qui s'appelait Mister House, qu'on pouvait installer sur un ordinateur Linux. Mais voilà, à l'époque, on n'avait pas encore tout ce qui était, tout ce qui est Raspberry Pi, etc. Donc, fallait un ordinateur qui était gourmand en plus en énergie à l'époque. Donc fallait se débrouiller avec ça. Et pour l'histoire de piloter sa maison avec des textos, à l'époque fallait installer une carte modem sur l'ordinateur reliée à une ligne de téléphone. On vit une époque formidable. Hein. Ouais. À l'époque c'était magique, mais oui, il fallait vraiment mettre les mains dedans. Et on était assez limité parce qu'au final, quand on y réfléchit, il y avait des prises et des micro-modules qui existaient pour piloter son éclairage, mais on n'avait pas tous les objets connectés d'aujourd'hui. Donc piloter son thermostat, sa télé, etc., fallait pas y penser, ça n'existait pas à l'époque. Au mieux, on avait le contrôle infrarouge, c'est tout. Il y a les volets aussi. Hein. Moi, je sais que mes parents, ils ont des volets X10. Ils ont un pauvre boîtier là qui est horrible, j'ose même pas y toucher. Pour régler les horaires, à chaque fois je leur dis va falloir que je vous change ça, mais ouais, t'avais les volets aussi, ouais. Bon, l'avantage du X10, c'est que c'était relativement simple à utiliser parce que sur chaque module, il y avait deux petites molettes où on mettait une lettre et un numéro et c'était l'adresse du module. Donc là-dessus, on pouvait pas se tromper. Ça fonctionnait plutôt bien. Et l'avantage, c'est que c'était assez facile à démonter. Moi, il y a 15 ans, j'étais locataire dans un appartement. Le but, c'était m'amuser un peu avec la domotique, mais il fallait que je puisse démonter avant de partir. Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, le X10, pour rappel, ça utilisait le courant porteur. C'était pas encore des fréquences radio. Enfin, on avait quelques modules fréquences radio pour tout ce qui est détecteur de mouvement, par exemple, détecteur d'ouverture, mais les autres modules prises, volets, etc., ça utilisait le courant porteur. Et les lignes électriques n'étaient pas non plus ce qu'elles sont aujourd'hui, et du coup, des fois, le micro-ondes du voisin qui se mettait en route, ça vous allumait une lumière dans la chambre, mais vous saviez pas trop pourquoi. Donc il y avait... En X10, ils vendaient quand même des modules filtres qui conseillaient de brancher à l'entrée de son compteur électrique, et voire même à l'époque j'avais une télé plasma, il fallait brancher un filtre sur la prise de la télé parce que ça faisait aussi des perturbations électriques sur le réseau domotique.
C'est bien de piloter sa maison à l'aide d'un micro-ondes, c'est vachement classe, quoi. Ouais. Non, Eh, c'était- tu me diras, au Congélation. moins, quand ton micro-ondes est fini, ça t'allume la lumière ou ça te la fait clignoter, ça te prévient comme quoi ton repas est terminé. Hein. C'est mieux que le gling. Ah ouais. Non, mais c'était le début. Après, le système était loin d'être parfait parce qu'on avait les perturbations électriques comme ça. L'autre souci, c'est qu'on n'avait pas non plus le retour d'état. On pouvait envoyer un texto à distance en demandant à allumer une lumière, on n'était pas sûr à 100% qu'elle était allumée. Ah, le fameux c'est pour- retour d'état, ça. C'est pour ça que très rapidement, derrière, je suis passé au PLC bus. Alors qu'on trouvait surtout sur des boutiques chinoises, mais on avait la chance d'avoir des prises au format Shuko. Et le PLC bus, en gros, ça reprenait le même principe que le X10, mais par contre, c'était plus fiable, plus stable, enfin le courant porteur était plus fiable, et surtout, on avait le retour d'état. Et ça, mine de rien, ça a un peu révolutionné l'utilisation. Il y a autre chose quand même dans ce que tu dis, c'est que sur les sites chinois, il y a 15 ans, AliExpress, ça n'existait pas. Donc, pour Non, commander, c'était il y a Extreme, non 15 ans, hein. Il y a 15 ans, Ben, c'était Deal Extreme. Il n'y avait pas du Alibaba avant, non? C'était pas... Ah non. Non, Non, AliExpress et les bases, c'est pas sur si vieux que eBay, enfin moi à l'époque, il y a Moi, 15 ou 20 ans, c'était pour un produit chinois, c'était sur eBay. Auckland, alors je sais pas si vous vous souvenez des trucs d'enchères Auckland aussi, mais Ouais. Non, moi, j'utilisais pas mal déjà Deal Extreme. je le connais pas. Qui s'appelle maintenant DX, Ouais. mais ça existait déjà une quinzaine d'années, ouais. Ouais, et puis après, il y avait des petites boutiques spécialisées en domotique chez qui on pouvait se fournir ces produits-là. Mais je sais que PLC Bus avait sa propre boutique et on pouvait commander son problème dessus. Eh ben, du X10, du PLC bus. Alors autant X10, moi j'en avais un peu entendu parler PLC bus, hormis là que tu viens de le mentionner, aucune. Donc en fait, une petite question sur le courant porteur. Donc, tu as juste installé ta box, entre guillemets, ton module sur ton tableau électrique. Et après, tu as tes modules type prise ou interrupteurs qui sont branchés sur le réseau électrique également. Il n'y a rien d'autre à mettre. Il n'y a rien d'autre. D'accord. Alors, il y avait un souci à l'époque, aujourd'hui de moins en moins, mais c'était sur les installations triphasées. Il fallait faire attention que les modules soient bien installés sur la même phase, sinon les ordres ne passaient pas. Ouais, c'est sûr. Mais sur le principe, l'idée, elle est bonne hein, quand même, parce que mine de rien, oui. en termes de réseau plug and électrique est bien play, installé. terminé quoi. Bah, c'est clair, ouais. Ah Ouais. oui. Il y a encore des choses qui se font en courant porteur. De toute façon, j'ai eu l'occasion de voir l'année dernière un système de vidéosurveillance où les caméras utilisent le courant porteur pour transiter la vidéo. Ah ouais? Bah, c'est le principe du CPL, en fait. Ouais, tu passes c'est tes ça. données c'est du dessus. CPL, oui. Enfin, comme les kits que vous achetez pour agrandir le Wi-Fi, etc. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est exactement la même chose. Ouais. Bon, bah après, ces vieux dinosaures qu'on n'a pas connus, que les plus de 15 ans n'ont pas pu connaître. Moi, ça fait, j'ai calculé, imagine, ça fait la moitié du temps. Moi, ça fait 9 ans que je suis dedans. Déjà, j'ai vu une quantité phénoménale de différences, enfin de différents produits, protocoles, etc. Mais alors, 15 ans, c'est toute l'évolution, c'est clair. Donc, Ouais. après, qu'est-ce qui a vraiment alors après- émergé tout ça? Alors, tout ça, ça fonctionnait toujours sur HomeSeer, qui était une des seules solutions à l'époque. Et à un moment donné, HomeSeer a lâché un peu le X10 et s'est tourné vers le Z-Wave. Alors, il y a un peu plus de 10 ans. En fait, aux États-Unis, il y avait le Z-Wave et le Zigbee qui commençaient à émerger. Deux technologies qui sont assez proches, puisqu'ils utilisent tous les deux un réseau mesh. Il y a juste la fréquence qui change. Et en fait, HomeSeer a fait le choix du Z-Wave. Donc, la plupart des utilisateurs HomeSeer ont suivi vers le Z-Wave. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à équiper la maison avec ces périphériques-là. Donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de boutiques qui en vendaient, mais on commençait à avoir des produits en France Z-Wave. Et Oui. je pose une question parce que Z-Wave, donc tu as deux fréquences, tu as une fréquence américaine et une fréquence européenne, si je dis pas de bêtises. Oui. Et pourquoi il y a deux fréquences différentes? Alors là, c'est à cause de la réglementation des émissions radio, notamment en France. Les émissions radio sont très réglementées et du coup, la fréquence américaine était déjà utilisée par un autre système en France. D'accord. D'accord. J'ignorais ça. Et on n'a pas le problème avec le Zigbee parce que c'est du 2 Go 4, donc ça c'est son gros avantage. Dans le monde entier, c'est la même fréquence.
Par contre, le 2 Go 4, c'est la même fréquence que celle du Wi-Fi, avec les inconvénients qu'on lui connaît. Dès qu'il y a des murs un peu épais, etc., ça a du mal à passer. Et c'est pour ça que le Zigbee, pendant longtemps, a fonctionné aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de constructions qui sont en ossature bois. Il n'y avait pas de souci. En Europe, où on a beaucoup de maisons en dur, là, ça posait plus de problèmes. D'accord. Et finalement, le Zigbee revient à l'assaut. Parce que tu as beaucoup de produits Zigbee, donc ça fait du mesh. Oui, ça mesh comme le Z-Wave. Mais comme aujourd'hui, tu as énormément de produits qui utilisent du Zigbee dans les objets connectés. Donc tu en as beaucoup plus dans une maison. Enfin, c'est une question. Hein. Tu en as beaucoup plus dans une maison, donc peut-être que ça communique plus facilement. Bon, oui, il y a ça. Après, bon, on n'aura jamais un réseau comme du Z-Wave parce que le Zigbee a un fonctionnement assez bizarre au niveau du mesh, sachant que normalement on peut avoir que 32 nœuds. Alors qu'avec le Z-Wave, on peut passer à 232 périphériques. Donc on peut avoir un réseau maillé Z-Wave beaucoup plus conséquent. Et toi, tu dis qu'il vaut mieux encore aujourd'hui le Z-Wave que le Zigbee. Enfin, idéalement. Idéalement, oui. Là, le Zigbee a le vent en poupe parce que c'est surtout niveau tarif. La puce Zigbee ne coûte rien. Ouais. C'est libre d'accès, donc tous les Chinois se sont mis à faire des périphériques, alors que sur le Z-Wave, il y a une licence assez coûteuse à payer. Ouais. Bon, bah donc je vais garder mes trucs Z-Wave que je voulais changer en Zigbee. Ok. Ouais. Bon, clairement, si tu as déjà une install, il n'y a aucun intérêt. Hormis sur des périphériques Z-Wave très consommateurs de piles. Et ça, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça. J'ai viré tous les trucs sur piles. Par contre, toutes mes lumières restent encore sur des modules Fibaro qui fonctionnent très bien. Je vois pas pourquoi je changerais. Moi, j'ai mes premiers modules qui pilotent mes volets. C'est la marque Dewey. Je suis même pas sûr qu'on la trouve encore en Z-Wave. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sont installés. Ils tournent comme une horloge. Hein. Et en plus, ils avaient eu l'intelligence à l'époque, c'était d'inclure un fusible dans les micro-modules. Donc ça m'est arrivé une ou deux fois, un court jus, une surtension dans la maison, bah, c'est le fusible qui a pris, j'ai changé le fusible et mon module fonctionne toujours. Mm-hmm. Donc voilà, donc ça au niveau technologie, avec le Z-Wave, donc tous les avantages du Z-Wave qu'on connaît, le réseau mesh qui permet d'avoir des portées énormes, un éventail de périphériques beaucoup plus conséquent, le retour d'état toujours présent. Donc niveau techno, on commençait à avoir quelque chose de solide. Et après au niveau utilisation, alors la grosse révolution, ça a été alors si je me souviens bien, le premier iPhone qui était le premier smartphone, il est sorti en 2007-2008. Ouais. 2007 donc on a eu ça qui est sorti, suivi très rapidement par les tablettes. Donc là, on a eu des appareils qu'on pilote avec du tactile, donc très intuitif à utiliser. Et en parallèle, on a eu la première box domotique qui est sortie. Cocorico, c'est un produit français avec la Z-Base qui est sorti en 2009. Où là, ça y est, plus besoin d'ordinateur, plus besoin d'installer un logiciel avec toute la maintenance qu'on peut connaître sur Windows, les risques de plantage, etc. On avait une box domotique qui consommait une mémoire 1 ou 2 watts, rien à installer dessus, et un produit totalement autonome. Donc entre la box domotique qui a facilité un petit peu toute la maintenance, l'installation, et les smartphones qui ont facilité l'usage, là ça a été la grosse révolution au niveau de la domotique. C'était quelle année la sortie de la Z-Base ? La Z-Base, c'était en 2009 de mémoire. 2009. Et il existait rien aux États-Unis. On est vraiment les Français, on est vraiment les premiers à vraiment avoir mis sur le marché une box. Aux États-Unis, je sais plus trop, mais on avait le problème avec les fréquences radio, donc les produits n'étaient pas compatibles. Par contre, voilà, la Z-Base, elle est sortie compatible avec le Z-Wave et plein d'autres protocoles. C'était une petite révolution dans le domaine à ce moment-là. De toute façon, la France est spécialisée dans les box. Hein. Ouais, on a fait pas mal de produits, on a des produits qui fonctionnent bien en plus parce que Idomus c'est pas aussi vieux, mais Idomus commence à avoir quelques années et ça marche toujours très bien. Mais voilà, on a eu la Z-Base qui a ouvert la voie, derrière on a eu la Vera, on a eu l'Idomus, la Fibaro, etc. Et plus ça allait, plus les box étaient simples à utiliser et étaient complètes aussi. Et avait des interfaces sympas.
Et tu n'avais pas besoin de tout taper parce que HomeSeer, tu devais te retaper carrément tout l'interface graphique de mémoire. Tu n'avais pas de facilité de base. Oui, on pouvait se faire, par défaut, HomeSeer, c'était sous forme de tableau. On avait toute notre liste de périphériques avec les commandes en face. C'était assez beau de fonderie. Alors oui, il y avait c'était HS Design à l'époque qui permettait de concevoir sa propre interface tactile. Je me souviens que j'avais fait une interface avec un écran tactile encastré dans le mur. Alors c'était pas encore les écrans pareil d'aujourd'hui, il fallait vraiment appuyer sur l'écran. Il fallait avoir quelques compétences un peu Photoshop pour faire un design sympa, mais on pouvait designer ses propres trucs. Bon, sachant que HomeSeer était quand même à la base une solution professionnelle. Pour ça que déjà la licence était assez coûteuse et c'était relativement complet, mais aussi complexe. C'est un peu comme si on parlait de Control4 maintenant. Alors peut-être vous connaissez pas, c'est une solution vraiment professionnelle pour les installateurs, pour des solutions, on va dire, très onéreuses quand même. Il y a Control4 et c'est quoi l'autre marque déjà Ils font pas un truc justement grand public, Control4, j'ai vu ça, moi, une espèce de un truc pour piloter les garages justement. Je pense qu'ils ont dû s'ouvrir un peu. J'ai vu passer un truc, ouais. Ils ont tous lancé des box plus faciles d'accès, c'est ça, qui tournent dans les 300 €, mais par contre, il faut toujours passer par l'installateur. C'est pas des box qu'on trouve en commerce. Ouais, d'accord. Et dans les trucs dinosaures, c'est marrant parce que on en parle. Enfin, moi, c'est une des premières choses que j'ai testé, c'est Sarah. Le projet Sarah. Ah oui. Est-ce que vous connaissez Gaëtan, j'ai entendu. Antoine, toi, t'as connu ou pas? J'ai connu et c'est un truc qui me faisait déjà envie quand j'avais commencé un peu à mettre un pied dans la domotique. C'est un truc qui me faisait un peu rêver, quoi. Mais moi, ça m'a fait des soirées avec mon PC, le Kinect que j'avais acheté exprès pour. Pareil. Et ma femme qui se moquait de moi parce que c'était installé dans la cuisine et je pilotais la Freebox Révolution avec tout. C'était un truc de fou, quoi. Puis t'avais un effet waouh, c'était le début de la reconnaissance vocale. Oui. Et après, pas gestuelle, mais faciale aussi. Il faisait aussi de la reconnaissance faciale. Oui, tu pouvais faire avec Alors par contre, son gros souci, c'était que c'était l'homme le maître à bord, parce que les voix de femmes et les voix d'enfants, il avait beaucoup de mal. Ouais. Ça. Mais oui, c'était un projet super. Et c'était Jean-Philippe qui avait développé ça, qui continue à le maintenir, mais qui est même passé dans le milieu professionnel de mémoire. Il avait rendu sa solution compatible avec les différentes boxes domotiques. Je me souviens qu'on s'arrachait les Kinect d'occasion sur le Bon Coin, etc. Moi, j'en avais 4 à la maison dans différentes pièces pour pouvoir piloter sa maison d'un peu n'importe où. Ouais, c'est clair. C'était pour le coup vraiment l'ancêtre d'un Google Home, je ne dirais pas les noms parce qu'ils vont tous se déclencher là. mais c'est un de mes plus beaux souvenirs aussi en termes de domotique, d'ancienne domotique, ça c'est clair et net. C'est étonnant qu'ils aient pas été rachetés justement par un géant un Google et autres. Jean-Paul, il s'est fait embaucher comme disait Cédric. Ouais, mais d'accord. Ok. Ah oui, c'est une techno qu'ils utilisent dans sa société pour des projets professionnels. Mais il me semble qu'en tant que, en do it yourself, la solution, il me semble qu'elle est encore disponible. Et il y avait un projet dans le même style, c'était Gladys, je crois, c'est ça? C'était pas à peu près du même style? Gladys, c'est plus récent. Ouais, c'est plus récent, mais c'est à peu près le même genre de projet. Il n'y a pas un Jarvis aussi? Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as aussi la solution française. Alors c'est Jarvis, et en plus qui sont orientés B2B. Jarvis, c'est Iron Man, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bravo pour la culture geek. Ça va, je connais mes classiques. Non, mais j'avais un doute, c'est pour ça. Et après, continuons à retracer un peu la vie de la domotique. T'as vu arriver quoi après les premières box domotiques? Après les premières box, donc qui ont déjà ouvert beaucoup de possibilités, ça a été l'explosion des objets connectés, comme on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les ampoules connectées, les thermostats, les télés, les enceintes, tout ça a ouvert beaucoup de possibilités, parce que malgré le Z-Wave et les box domotiques, on restait limité un peu à l'éclairage, aux automatismes et à piloter les appareils qu'on branchait sur une prise. Avec les objets connectés, ça a été beaucoup plus simple. On a pu diffuser, faire de la diffusion multi-room, aussi bien audio que
jeu vidéo, piloter son robot aspirateur, son robot tondeuse, même sa voiture. Maintenant, on a des retours sur la Zoé, la Tesla, qui sont des voitures connectées, donc on récupère aussi des informations. Les objets connectés permettent de faire énormément de choses aujourd'hui. Et ça, pour remettre aussi par rapport à une timeline, c'est quoi? C'est 2016, je dirais? 2017? Non, 2015? De quoi Tout ça, l'arrivée vraiment des objets connectés et tout. Les IoT. Ouais, les objets connectés, ouais, oui, c'est à peu près vers 2015, oui. Les premiers, oui. Après, on parle pas bien sûr des premiers objets comme Philips Hue, où là ils sont là depuis 10 ans, plus que ça même. Je sais. J'aurais presque dit 10 ans. Hein. Moi, quand j'ai commencé, il y avait des chez Philips Hue, donc. Mais ouais, donc remettons aussi en parallèle tout ça, quoi. Il y a 15 ans, on faisait du X10. Il y a 5 ans, 6 ans, c'était à peine l'émergence des objets connectés, quoi. Bah, moi, de toute façon, j'ai commencé. Moi, tu vois, j'ai pas commencé comme vous avec des vieux dinosaures de X10 et compagnie. Moi, j'ai commencé à mettre un pied justement avec les objets connectés. Tu vois, moi, je suis plus de cette génération, quoi. Je suis pas de la même génération. Oh, le genou. Je suis un petit jeune, moi. Non, mais... Même pas je réponds. Les objets connectés, ils ont permis de démocratiser un peu plus ce qu'on appelle aujourd'hui la maison connectée et pas la domotique, parce que la domotique, ça fait 40 ans que ça existe, et ça trahit une mauvaise image pour beaucoup de gens. La domotique, c'est compliqué à mettre en place, c'est cher, c'est ce qu'on connaissait il y a 15 ans. C'est exactement avec ça. Le X10, tout ça, c'était du bricolage, c'était compliqué. Aujourd'hui, les objets connectés, on visse une ampoule, on met une prise dans une prise électrique, ça y est, on pilote son appareil. C'est beaucoup plus simple à utiliser. Et du coup, tous les fabricants ont essayé de faire en sorte qu'on parle moins de domotique, mais de maisons connectées. Ouais. Et c'est aujourd'hui l'engouement qu'on a pour la maison connectée. On va renommer notre podcast. Tech Café Maison Connectée. Tu vois une différence entre la maison connectée et la domotique de ta fenêtre? Pour toi, il y a une différence ou pas aujourd'hui? C'est juste sémantique. Et disons que dans la maison connectée, on a tendance à surtout parler d'objets connectés. Et les objets connectés, pour moi, c'est un appareil pour un usage précis. Par contre, la domotique, ça reste un système beaucoup plus global. Et intelligent. Pour moi, c'est la domotique qui mène l'intelligence. Alors que la maison connectée ne fait que justement connecter. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je considère que le mot domotique... ça reste là. Smart Home, de toute façon, c'est l'intelligence de la maison. Donc c'est la couche. Vas-y. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant, parce que j'ai eu des journalistes qui étaient venus chez moi il y a 3-4 ans, et ils voulaient me filmer avec mon iPhone en train d'ouvrir mes volets. Mais déjà à l'époque, je leur ai dit, la domotique, c'est pas un automatisme, c'est pas le fait d'ouvrir ses volets avec son téléphone, c'est le fait que les volets s'ouvrent tout seuls le matin quand tu en as besoin. La domotique, c'est rendre la maison intelligente. Les automatismes, ça fait 40 ans que ça existe, on n'a rien inventé. Par contre, l'intelligence dans la maison, c'est ça la vraie nouveauté et la force de la domotique. Est-ce que vous vous souvenez, on en avait parlé sur notre épisode sur tout ce qui était interfaçage avec justement nos systèmes domotiques, où on disait le meilleur interface, c'est celui qu'on n'utilise pas, puisque c'est censé en fait être totalement transparent. Si tu dois effectivement sortir ton smartphone pour faire un peu tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien, effectivement. Et on commence à voir, il y a notamment Amazon qui commence avec son programme Guard à permettre à son système de prendre des initiatives. Alors là, il va falloir qu'il règle un petit peu pour qu'on puisse donner nos autorisations sur des points précis, mais le système va être capable d'apprendre de nos habitudes, d'anticiper par rapport à la météo ou à divers facteurs, et de prendre lui-même des décisions. Et de commander plein de trucs tout seul chez Amazon. C'est ça, oui. Alors, les gens sont encore très frileux. Dès qu'on parle de la maison, enfin, on le voit avec les serrures connectées, etc., tout de suite, ça part vite en en peur, c'est de la peur. Les gens sont flippés avec ça. C'est de la peur.
Mais les gens sont très frileux par rapport à leur maison, alors qu'avec leur voiture, ça leur pose aucun problème. Les voitures aujourd'hui sont équipées de correcteurs de trajectoire, etc. Moi, je me souviens, la première voiture que j'ai essayé qui avait ça, où le volant s'est tourné tout seul, j'avais plus le contrôle, ça fait assez bizarre, mais ça, les gens, ça ne leur pose pas de problème dans leur voiture. Et pourtant, c'est quand même dans leur maison qu'ils passent la majorité de leur temps. La maison reste, tu sais, c'est une bulle de sécurité, une bulle de privé, donc c'est peut-être plus ça. Ouais. Mais là d'ailleurs, tu touches les prochaines étapes, qui sont l'intelligence artificielle. Même si quand même beaucoup de produits connectés embarquent cette intelligence pour apprendre des habitudes comme les Nest, les thermostats, etc. Il y a un Français, Viaroom, je ne sais pas si tu te souviens, Cédric, qui proposait une box que tu intercalais, qui justement écoutait tes objets connectés pour te proposer des automatismes automatiquement. Et peu importe effectivement le produit. Et ça c'est la prochaine étape, c'est clair. Il va pas falloir qu'on programme nos automatismes. Ouais. Ça c'est la prochaine, parce que niveau technique domotique, tout existe. On a un nombre innombrable de capteurs, d'actionneurs. On peut tout faire aujourd'hui en domotique. C'est juste aujourd'hui automatiser avec des scénarios soit qu'on fait soi-même. Donc là il y a que l'imagination qui peut limiter les choses. Ou après l'intelligence artificielle qui va venir mettre une surcouche et venir pour optimiser tout ça. Alors on a déjà des systèmes qui sont optimisés pour faire des économies d'énergie, ou alors pour améliorer le confort, notamment pour les personnes dépendantes, etc. Ça c'est ce qui va arriver les prochaines années. Et l'intelligence artificielle, ça déboule très très vite. Les assistants vocaux aident beaucoup. Enfin, on a sauté cette étape, mais c'est vrai que l'émergence des assistants vocaux a quand même beaucoup aidé. Mais quand tu vois que maintenant tu peux lui dire Dish Noodle, allume-moi la lumière pendant 5 minutes, t'imagines, en fait tu pourrais très bien lui dire allume-moi tous les jours la lumière pendant 5 minutes si je passe dans le couloir. Voilà, c'est ça. Ça serait juste l'idéal, quoi. Petit à petit, on y arrive. Déjà, quand les assistants se sont lancés, c'était des commandes toutes simples. Allume la lumière du salon. Aujourd'hui, on peut lui dire allume la lumière du salon et éteins la lumière de la chambre. Dans la même phrase, il n'y a pas besoin de s'y reprendre. Il le gère parfaitement. Donc les assistants apprennent de toute façon en continu. Et on voit déjà la différence. Les assistants d'il y a 2 ans et aujourd'hui, ce qu'ils sont capables de faire. C'est sûr. Et donc toi, alors j'ai une petite question par rapport à tout ton parcours de domotique, de tout ce que tu as testé. Est-ce que tu as réussi à un moment donné à te stabiliser, ou est-ce que tu es en perpétuel changement? Alors en dehors du blog, parce que évidemment, je pense que dans le cadre du blog, tu as dû tester et tu as dû essayer beaucoup de choses. Enfin, tu as testé, tu as essayé beaucoup de choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, chez toi, dans tes usages de la maison, ton système, tu dis c'est bon, maintenant ça fonctionne comme je veux? Et en dehors des évolutions de ce qu'on vient de parler d'intelligence artificielle, tu as décidé de ne plus y toucher, ou au contraire, tu es toujours en train de dire non, ça faut que je change, je l'améliore, ça faut que je change, je l'améliore. Alors, le système s'est plutôt stabilisé. En fait, il y a 2 raisons à ça. Déjà, madame, que j'ai sur le dos, parce que à chaque fois que je touche un truc, si ça marche plus, je me fais enguirlander. Donc il y a ça, et je pense qu'il y a l'âge aussi. En fait, voilà, j'ai 40 ans, je suis plus à 20 ans à vouloir toujours bidouiller, mettre les mains dans le cambouis, tout ça. Arrivé à un certain âge, je pense qu'on a envie d'avoir quelque chose de stable qui fonctionne. Et du coup, aujourd'hui, mon système, j'ai été pendant un temps à multiplier les protocoles. J'avais un petit peu tous les objets possibles qui pouvaient me plaire là-dedans. Et le système devient vite instable. Et du coup, aujourd'hui, j'ai stabilisé mon système à 80%. C'est du Z-Wave. C'est une techno qui fonctionne très bien, qui a un gros catalogue de périphériques. Alors, désolé, je t'arrête puisque c'est le sujet après. Donc, on va pas essayer de mélanger les sujets. On a quand même préparé un minimum. On a une certaine trame, vous vous doutez bien, même si ça ressemble à une grosse discussion entre copains. On essaye de préparer un minimum. Avec mes questions, je suis là pour casser la trame. Mais oui, mais on a l'habitude, ça, Gaëtan. Pour finir un petit peu par rapport à l'histoire de domotique, on va dire plutôt en France, moi j'avais une question par rapport à ces 15 ans. Est-ce que tu as quand même pu voir
certaines choses qui sont sorties et qui sont peut-être plantées ou qui a survécu on va dire la bonne surprise ou la mauvaise surprise. Il y a vraiment des exemples flagrants. Oui, dans les solutions qui se sont plantées, une solution qui me revient souvent, c'est Orange, qui en est pas à son premier plantage, qui en est au moins au deuxième, voire au troisième, parce que on peut pas dire que la dernière solution soit un succès non plus. Et c'était très dommage que la seconde solution qu'ils avaient sortie, c'était justement sur des périphériques Z-Wave qui étaient bien connus, puisque en plus la majorité des périphériques c'était du Fibaro, et la box domotique qu'ils avaient utilisée, c'était une Vera qu'ils avaient juste rebrandée. Matériellement, ils avaient tout ce qu'il fallait. Par contre, niveau marketing, ils se sont complètement plantés. On peut pas convaincre les gens d'investir de l'argent dans une solution domotique en faisant un spot publicitaire où on voit le couple qui se pourrit la vie à distance, l'un qui déclenche l'aspirateur, l'autre qui éteint la télé, etc., en se faisant des blagues. On peut pas dire aux gens, vous allez mettre 300 € là pour des objets connectés et vous allez pouvoir faire ça avec. Ça n'a aucun sens. Ouais, moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai déjà fait. La pub, c'était 2 personnes, un couple, et chacun avait son smartphone et se balançait des crasses, quoi. Enfin, comment, comme le disait. Ouais, niveau marketing, ça, c'était un peu moyen. Quoi. Ouais, c'est clair. Oui. Moi, l'autre truc qui m'avait choqué aussi, c'est que tu passais en boutique Orange. Alors, je bavais sur les œils de Sauron, etc., en me disant, putain, il va falloir que je complète, mais bon, à 50 ou 60 balles, t'hésites. Et puis, quand tu passes et puis que les gens en boutique ne peuvent pas te conseiller, enfin, ils ont ça, mais globalement, à part te le donner et encaisser l'argent, c'est tout, quoi. Ils pouvaient rien faire. Rien. Bah, eux-mêmes, déjà, je me souviens, j'avais été au lancement de la solution. Le démonstrateur nous disait, en prenant l'œil de Fibaro, ça, c'est un objet connecté. Alors, on n'avait pas tout à fait la même notion d'objet connecté, parce que c'était un périphérique Z-Wave. En soi, il fait rien de plus. Mais c'est ça qui est dommage. Niveau marketing, je sais pas où ils ont été chercher ça, alors que en plus ils avaient fait d'autres spots publicitaires qui sont jamais passés à la télé et qui étaient visibles que sur YouTube, où ils expliquaient un peu mieux l'intérêt de la domotique. Et c'est ça qu'il aurait fallu faire. Aujourd'hui, une personne, on va prendre un thermostat connecté, on va lui dire votre thermostat, voilà, il coûte 200 €, vous l'installez. En 2 ans, avec les économies d'énergie que vous avez fait, il est rentabilisé. Et après, c'est tout bénef. Là, ça incite les gens à faire la dépense. Bien sûr. Et c'est comme ça que c'est amené maintenant. Ouais, oui, c'est clair. Parce que... Oui. L'avantage d'Orange, pour terminer là-dessus, c'est que quand ils ont arrêté, les périphériques ont été vendus à très bas prix. C'est clair. 10 € l'œil de Sauron. Non, oui, c'était les détecteurs de fumée à 10 €. J'en ai acheté tout plein. Ah oui, tout le monde s'est fait plaisir là-dessus et malgré tout, ils en ont béné beaucoup. Merci Orange. Ouais. Bon, et puis après, ils ont enchaîné avec Jingo. Hein. On en a parlé au dernier épisode pendant les actualités, comme quoi, effectivement, Jingo était arrêté. Est-ce qu'ils doivent continuer ? Est-ce qu'ils doivent continuer ou est-ce que c'est juste un problème de communication et tout ? Parce qu'il y a des bonnes idées. Hein. Et encore, tu le disais, Vera Z-Wave, c'était une bonne solution technique. Oui, mais ils avaient tout ce qu'il faut et en plus Orange, voilà, c'est pas le bibi du coin. Au niveau architecture, tout ça, ils ont ce qu'il faut. Putain, c'est clair. C'est juste niveau marketing, je sais pas. Ils sont trop gros. Je vais peut-être leur proposer de m'embaucher. Ouais, ou non, c'est leur façon de distribuer qui est pas bon. En fait, est-ce que ils devraient pas distribuer dans leur boutique avec les smartphones ? C'est pas la même chose. Tu vends pas le même produit. Ils devraient créer une marque à côté. Un truc séparé, quoi. Ouais, et puis bien former les gens. On avait un exemple qui était pas mal là-dessus, c'était la BlizzBox. C'était la box domotique chez Castorama. J'étais chez eux, j'intervenais chez eux quand ils l'ont sorti. Je les regardais, je fais filez-moi-en et tout. Alors, ils avaient été intelligents, puis ils avaient affrété un camion avec en mettant tous les périphériques, en faisant une installation domotique dans le camion, et le camion a fait toutes les boutiques Castorama de France pour former les vendeurs. Bon, le souci, c'est que les vendeurs changent souvent de rayon, donc 6 mois après, le vendeur ne savait plus comment utiliser le truc. Mais voilà, c'est... Mais protocole propriétaire. Alors même si c'était du 866 MHz avec du retour d'état,
Malheureusement, c'était propriétaire. Ouais. Là, il s'était tiré une balle dans le pied parce que protocole propriétaire et une box qui n'est vendue que dans les boutiques Castorama. C'est mort. Une solution domotique, type Somfy par exemple, elle est vendue partout. Même si c'est un protocole propriétaire, on la trouve partout. Là, protocole propriétaire plus se limiter à une enseigne précise, c'était mort. Et on a eu le même cas, de toute façon, c'est le même fabricant qui est derrière avec la Tombox. La Tombox, à la base, c'était une Zipa Box, qui est bien connue dans le domaine parce que c'était une box qui utilisait le Z-Wave. Eux, ils ont repris la box, ils ont viré le Z-Wave, ils ont mis un protocole propriétaire. Et résultat, ça fait un bide aussi. Alors commercialement, on explique le truc parce que les mecs se disent, je vends ma box domotique, derrière les périphériques, c'est un protocole propriétaire, les gens vont pouvoir les acheter que chez moi. Je suis sûr d'en vendre, je vais me faire du chiffre d'affaires. Commercialement, ça s'explique, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Les gens veulent des solutions ouvertes et interconnectables avec les autres outils du marché. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, tu l'as déjà un petit peu dit. Alors, je pense qu'on a maintenant un peu retracé l'histoire de la domotique à travers ton expérience. Donc, tu l'as déjà dit un peu, le livre, tu l'as fait pour que ce soit grand public, etc. Est-ce que tu en as un deuxième de prévu parce que, mine de rien, tout a évolué de façon assez exponentielle. Une suite. Oui. Je me souviens que j'avais fini en conclusion mon livre où je parlais de l'avenir des assistants vocaux parce qu'on était au tout début. Aujourd'hui, c'est largement démocratisé. Donc oui, j'ai une seconde édition. Alors ce sera le même livre, toujours le guide de la maison et des objets connectés, mais seconde édition. Et là, grosso modo, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans le livre. Parce que déjà, les solutions ont évolué. On a beaucoup de produits malheureusement qui ont disparu. Et on a des nouveaux usages, notamment autour de tout ce qui est assistants vocaux, qui aujourd'hui permettent même de se passer complètement d'une box domotique. On voit la solution avec Alexa qui est très complète. On peut mettre des déclencheurs, des actions, etc. Il y a l'Echo qui intègre directement le Zigbee, donc on n'a plus besoin de passerelle, on n'a plus besoin de box domotique. On a des choses très abouties qui se font aujourd'hui. Et ça va très très fortement changer. Alors c'est un peu mon dada, j'en parle quasiment à chaque épisode. C'est le prochain protocole Zigbee open source là avec tout le monde. Oui. Ça c'est un truc qui va révolutionner les prochaines années. Complètement, parce que c'est quand même la première fois qu'on voit des acteurs aussi gros se mettre d'accord pour essayer de faire quelque chose ensemble. Et c'est ça qui manque depuis très longtemps en domotique, c'est de réussir à lancer un protocole unifié. Ensemble, gratuit, open source, c'est le combo gagnant, quoi. C'était presque trop beau quand ils l'ont annoncé, et maintenant on attend de voir en pratique ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont tellement investi, et Apple a déjà pas mal investi sur ce protocole, je pense que ça devrait suivre. Mais bon, c'est clair. Pour avancer justement sur la fameuse question de Gaëtan, et toi, alors, sur ton installation, alors on parle bien de ton installation actuelle, donc ta vraie production chez toi, qui gère ta maison, tu utilises quoi comme box et tu utilises quoi comme périphérique ? Alors la box, je suis passé il y a 3-4 ans sur JDOM. Alors j'avais été... je m'étais mis sur JDOM assez tardivement parce que au début j'arrivais pas à me faire à l'interface, c'était assez compliqué et ça s'est fait tout bêtement. Je me souviens un samedi matin avec un temps pourri, je me suis mis dans mon canapé et il y avait les vidéos sur la chaîne JDOM qui expliquaient un peu comment faire. Et quand j'ai vu ce qui était possible de faire, du coup j'ai mis le nez dedans et depuis je tourne sur JDOM qui a vachement progressé depuis avec une interface vachement plus conviviale. Il y a tout ce qui est market de plugins, etc. qui permet de faire beaucoup de choses. Donc en fait, je tourne sur JDOM avec, comme je le disais tout à l'heure, à 80% de l'installation, c'est du Z-Wave qui a simplement migré à travers les différentes solutions parce que je suis passé de la Vera sur Idomus, sur Fibaro pour finalement arriver sur JDOM. Comme toutes ces box-là utilisaient un protocole reconnu, le Z-Wave, donc j'ai pu migrer toute mon installation sans avoir besoin de tout remplacer.
Donc voilà, aujourd'hui il y a 80% des périphériques en Z-Wave. L'éclairage, j'ai une grosse partie qui est en Philips Hue, qui a l'avantage de fonctionner très très bien, et même en cas de plantage de box ou autre, c'est quelque chose qui continue de fonctionner sans problème. Ah, la fiabilité de Philips Hue. Pour revenir juste au Z-Wave, tu utilises du Z-Wave pour faire quoi? Pour juste tes lumières, ou tu fais aussi tout ce qui est volé et voir autre chose? Alors j'ai tout ce qui est volé, tout ce qui est automatisme, ouverture de portail, de porte de garage. J'ai beaucoup de prises qui intègrent le Z-Wave, notamment pour le suivi énergétique. Enfin, alors, j'ai pas fait toutes les prises parce que il y a un certain budget quand même, mais tous les endroits où il y a des appareils gourmands, type machine à laver, chauffe-eau, etc., eux, ils sont monitorés côté énergie. Et une partie de l'éclairage qui n'est pas passé sur Philips Hue, oui, qui est piloté en Z-Wave. Après là-dessus, alors ça c'est pour tout ce qui est tout ce qui est électrique entre guillemets. Après j'ai un système multi-room audio, alors que je commence à traîner depuis quelques années, qui est basé sur Squeezebox. Parce qu'en fait quand j'avais fait construire, j'avais fait passer des gaines dans tous les plafonds des différentes pièces, et du coup j'ai une enceinte dans chaque pièce au plafond, et tout arrive dans une baie de brassage dans le garage. Et avec les Squeezebox, en fait, je pilote tout le multi-room audio, qui est aussi compatible avec JDOM, donc ça me permet de faire des annonces vocales à travers la maison si besoin. Au niveau vidéo, aujourd'hui avec Google TV, les Chromecast, etc., ça facilite bien aussi le management de la vidéo. Et après, j'ai pas mal d'objets connectés, type station météo Netatmo, robot aspirateur, robot tondeuse, les serrures Nuki pour les entrées. Voilà, tout ça toujours compatible JDOM. Donc même si on n'est pas sur du Z-Wave, JDOM permet de faire la passerelle et de faire communiquer tout ça à travers des scénarios assez sympas. C'est aussi l'avantage maintenant des box domotiques d'être aussi concentrateurs d'objets connectés. C'est surtout ça. Ouais, complètement. La seule chose que j'ai pas mis sur JDOM, alors, par le passé, ça m'était arrivé de faire, notamment sur Fibaro, qui avait un module dédié à la sécurité, c'est tout ce qui est alarme. Alarme, aujourd'hui, je pars du principe que chacun son métier. La domotique pilote la maison, un système de sécurité, c'est dédié à la sécurité. Il faut que ce soit super stable. Il faut pas que la box domotique elle a planté et du coup il n'y a plus aucune sécurité dans la maison. Donc aujourd'hui c'est une alarme Ajax. Donc ça reste une alarme connectée qui profite un petit peu des technologies modernes, qui fait son boulot toute seule, mais par contre qui peut tout de même communiquer avec JDOM et lui envoyer des informations si besoin. Parce que il peut y avoir des scénarios pratiques, c'est-à-dire je pars de chez moi avec ma télécommande, j'active mon alarme. Bon à partir de là, JDOM reçoit l'information, il va me fermer les volets qui donnent à l'arrière de la maison, il va me passer le chauffage en mode éco, éteindre tous les appareils et les lampes inutiles. Il y a un vrai intérêt d'être au courant, enfin d'avoir l'information quand l'alarme est activée ou non. Tout comme il peut y avoir un intérêt de savoir quand l'alarme est déclenchée parce qu'il y a une intrusion. Là, dans ce cas-là, on peut faire clignoter les lumières de la maison, on peut alerter le voisinage, tout est possible. Alors justement, tu as donné quelques informations sur des scénarios. Alors, selon toi, ça sert à quoi la domotique? Et avec des exemples concrets, est-ce que tu peux nous parler de tes scénarios de vie, etc.? Ça me fait penser à un blog. Ça sert à quoi? Je le place. C'est le petit Easter egg. Alors, la domotique, ça sert à 3 domaines qu'on retrouve dans tous les trucs qui parlent de domotique. On a la sécurité, on a les économies d'énergie. C'est d'ailleurs le domaine qui fait beaucoup évoluer la domotique aujourd'hui. Et après le confort. Alors quand je parle de confort, c'est pas le confort pour les flemmards. Je parle toujours du dessin animé Wall-E où les hommes étaient partis dans un vaisseau spatial parce que la Terre était plus habitable. Et ils ont tellement pris l'habitude de ne plus rien faire qu'ils sont tous devenus obèses sur des fauteuils qui flottent. Et il y a une intelligence qui s'occupe de tout pour eux. Et il faut surtout pas qu'on en arrive là. Là, le confort, c'est vraiment pour tout ce qui est personnes à mobilité réduite, les seniors, etc. Et d'ailleurs, la domotique aujourd'hui est beaucoup utilisée dans des maisons pour le maintien à domicile des seniors.
Donc parce qu'aujourd'hui on a un problème de place dans les maisons de retraite. Les maisons de retraite ça coûte aussi très cher et psychologiquement toutes les personnes n'ont pas envie d'y aller, ils ont envie de rester dans leur maison où ils ont passé toute leur vie, etc. Donc en fait, en installant de la domotique, en automatisant un truc tout bête, mais les volets, quand on a des volets battants qu'il faut ouvrir tous les jours pour une personne de 80 ans, ça peut être une vraie contrainte. En automatisant tout ça, ça leur permet de rester chez elles plus longtemps. C'est vrai, ça. Enfin, on voit beaucoup de produits avec, tu vois, il y avait une certaine lampe qui permettait de détecter les chutes aussi, de mémoire. Je crois que ça a été présenté dernièrement, mais là, tu le dis, hein, automatiser certaines actions où il n'y a aucune plus-value de l'homme, encore plus si c'est une personne, on va dire, une personne âgée. Bon, bah voilà, enfin, c'est tout gagnant. Et à l'inverse, idem pour les personnes à potentiellement handicap moteur ou peut-être mental. Physique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais, on avait aujourd'hui toute une tripotée de capteurs, d'actionneurs, etc. Et c'est juste l'imagination qui... Enfin, il faut faire les scénarios adaptés. J'ai vu des maisons, justement, conçues pour des seniors, où, par exemple, tout bêtement, un détecteur d'ouverture sur le frigo, pour être sûr que la personne s'alimente. Si le frigo n'a pas été ouvert depuis 2-3 jours, il y a un problème, la personne ne s'alimente pas, et là on envoie une alerte. On a d'autres choses, par exemple des capteurs de pression, qui sont même capables de déterminer un poids, qui sont glissés sous les matelas des personnes. Et comme ça, à distance, on peut suivre l'évolution du poids de la personne. Donc parce qu'il y a des seniors par exemple vivant seuls qui ont tendance à pas beaucoup manger tout ça et qui peuvent avoir leur santé qui se dégrade à cause de ça. Donc il y a plein d'indicateurs comme ça qu'on peut mettre en place grâce aux objets connectés et la domotique et avoir un suivi précis des personnes sans que ce soit intrusif. Ouais, ça c'est le monde de la santé connectée et Cédric tu l'as vu comme moi, mais au CES le monde de la santé connectée, il est quasiment aussi gros que le monde de la smart home. Ouais, c'est impressionnant. Bah, c'est marrant parce que, à contrario, moi, c'est un truc, j'ai pas l'impression qu'on en entend énormément parler, tu vois. Mais plutôt pour les professionnels. C'est ce que j'allais dire, voilà. C'est peut-être plutôt un truc plutôt réservé aux professionnels, mais c'est dommage parce qu'effectivement, moi, je vois dans mon entourage des grands-parents qui commencent à vieillir et tout. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, à terme, je pense que je finirais par leur installer ce genre de choses, quoi. Oui, mais il y a les EHPAD qui s'équipent de plus en plus. C'est vrai il faut s'intéresser un petit peu au domaine autour des EHPAD, etc. Et là, on découvre un peu toutes ces solutions. Alors, donc quelques exemples. Alors, des exemples, j'en citais un tout à l'heure par rapport à l'alarme, le truc tout bête, quand on dit à son assistant vocal on part, ça ferme automatiquement les volets qui donnent derrière la maison, ça passe le chauffage en mode éco, ça coupe les appareils inutiles, ça active le système de vidéosurveillance, et un truc que j'aime beaucoup, c'est l'activation de la stimulation de présence. Donc la simulation de présence, c'est quand on n'est pas chez soi, on a des lampes qui s'allument un peu aléatoirement, on peut diffuser de la musique, voire simuler le passage d'une émission télé. Donc là, c'est au niveau de sécurité, on dissuade avant même qu'il y ait une effraction. Et ça, je trouve que c'est super intéressant justement dans le domaine de la domotique. Donc ça, c'est un scénario typique que j'ai chez moi. J'ai un autre scénario, alors relativement simple, c'est le suivi énergétique. En fait, mon système, tous les soirs, il m'envoie un texto avec ma production photovoltaïque, parce que j'ai des panneaux solaires à la maison. Donc en watts, je l'ai aussi en euros, parce que les watts, ça parlait pas trop à madame. J'ai aussi la consommation électrique et la consommation d'eau. Donc j'ai mon bilan tous les soirs. J'ai pas besoin de me connecter à mon système, d'y aller. Je reçois directement l'information sans rien demander. Donc ça, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place. Après, j'ai un autre scénario auquel on penserait pas obligatoirement et qui relie un petit peu le domaine de la santé. C'est par rapport à ma fille, j'ai ma première fille qui a un traitement médicamenteux à prendre matin et soir. Donc elle a 12 ans, elle est relativement autonome, et par contre ça arrive qu'il y ait des oublis, ça arrive qu'elle nous dise le jour même maman, papa, j'ai plus de médicaments, il va falloir aller à la pharmacie. C'est un médicament un peu spécial que les pharmacies n'ont pas toujours sur place.
Donc ça nous pose un problème. Donc en fait, j'ai mis en place la caméra Welcome de chez Netatmo qui reconnaît les visages. Donc en fait, le matin, la caméra, quand elle identifie ma fille, ça envoie un signal à JDOM qui va envoyer un message vocal sur le Google Hub du salon en lui disant Tiffany, est-ce que tu as pensé à prendre ton médicament aujourd'hui? Et là, elle a un écran avec un gros bouton oui/non. Donc si elle met non, 10 minutes après, ça va lui reposer la question, histoire d'être sûr qu'elle l'oublie pas. Si elle met oui, JDOM est relié un logiciel qui s'appelle Grossier, qui est fait pour de la gestion de stock, et JDOM dispose d'un plugin pour Grossier, et en fait ça va décrémenter le stock du médicament. Et dans les alertes, j'ai un scénario qui dit si le stock arrive à telle quantité, on envoie une alerte sur mon smartphone et celui de ma femme pour dire il va falloir penser à se réapprovisionner en médicaments. Je pense que de tous les intervenants qu'on a eu, ce genre d'exemple de scénario un peu original en fait, justement par rapport à ça, ou à la gestion aussi du stock du produit, parce que c'est pas juste un rappel, t'as pris ton médicament, là tu gères aussi derrière tout le stock, c'est vraiment pas mal ça. Ouais, c'est génial. Surtout que c'est assez simple à faire, parce que Grossier, l'interface c'est assez simple. Donc quand on achète le médicament, on sait qu'on en a telle quantité, donc on lui rentre en stock. En fait, c'est vraiment une entrée de stock comme on ferait pour un magasin. Il dit aujourd'hui voilà, j'ajoute 120 cachets, et puis après c'est ma fille, à chaque fois qu'elle consomme, ça décrémente automatiquement. Donc sur le principe c'est assez simple, mais c'est à un moment donné je me suis posé une question en disant elle loupe un petit peu trop souvent tout ça, et nous on peut pas toujours avoir l'œil dessus. On a automatisé, surtout que les enfants sont assez bien ils sont assez bien habitués au Google à la maison, ils l'utilisent un peu pour tout, donc pour eux en fait c'est devenu assez naturel. Super. Mais comme c'était il y a 2 ans, j'avais fait un autre scénario un peu différent, mais en utilisant aussi la reconnaissance de visage, parce que j'avais 3 enfants, 3 emplois du temps différents. Il y en a pas un qui rentrait de l'école, qui finissait l'école à la même heure. Et je me suis retrouvé à un moment donné, ma femme a dû s'absenter une 15aine de jours, et je me suis retrouvé à devoir gérer un peu les emplois du temps. Et quand on a la tête dans le travail, on fait pas toujours gaffe à l'heure, etc. Donc en fait, j'avais des alertes vocales de Google. Attention, dans un quart d'heure, il va falloir penser à partir parce qu'il y a un tel à récupérer. Ou là, il avait vu mon fils, cette semaine il a orthophoniste, faut penser à l'emmener, des choses comme ça. Donc en fait, la maison devient vraiment un assistant. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment le terme d'assistant et il a tout son sens. Oui. Et ça me fait penser, moi, en parlant des médicaments, j'avais vu passer moi un pilulier connecté. C'est pareil, c'est un truc, je trouve qu'il y a un super intérêt là-dedans. Moi, j'ai un de mes frangins qui, pareil, a besoin de prendre des médicaments aussi, et voilà, c'est un truc qu'on se posait la question, ce genre de truc, quoi. Non, mais c'est vraiment top, comme. Mais Grossy, ça gère tout. Je regardais vite fait, je connaissais pas. Grossy, ça gère en fait tous les stocks de ce que tu veux. C'est un stock, ouais. Ils ont un super système en plus, que si vous branchez on peut même le faire avec le téléphone, on peut scanner le code barre d'une boîte de conserve par exemple, et ils ont une base de données énorme derrière. À partir du code barre, il va identifier que c'est une boîte d'haricots de telle marque par exemple, et l'ajouter à votre stock avec la photo et tout ce qu'il faut. Pour ton Viagra, ça marchera aussi, Gaëtan. Tu pourras mettre un capteur, j'ouvre le tiroir, ça décrémente ton Viagra. T'auras une alerte sur Google qui te dira Gaëtan, tu n'as plus de Viagra. On peut le coupler avec un site connecté pour savoir quand il y a eu une consommation de pilule. Là. Ouais, ça y est, on dérive. Non, mais c'est vrai que le c'est pas le conducteur, de stock, ça. sur des produits obligatoires, ça serait pas mal. Faudrait que je vois pour gérer mon stock de café, moi. Non, mais je vais me pencher là-dessus, tiens. Il y a un truc peut-être à faire avec le drive et tout ça. Allez, prochaine vidéo bientôt sur Petit Geek sur YouTube. Ouais. C'est un super outil. Après, je vais pas jusqu'à gérer toutes les courses avec le frigo parce que à la longue, ça devient quand même contraignant. Oui. Mais par contre, pour des produits très importants ou ponctuels, les médicaments, ou ponctuels, c'est par exemple les plaquettes pour le lave-vaisselle, les choses comme ça. Ouais, c'est ça. En plus, on peut même automatiser parce que si vous mettez une prise connectée au lave-vaisselle, le système domotique est capable de savoir
quand le lave-vaisselle a tourné, donc on a consommé une tablette et du coup décrémenté le stock automatiquement. Ouais. C'est énorme, là, ça. il s'autogère. C'est énorme. Je le note. Et, on est tombé en panne de tu plaquettes vois, de la tu vaisselle. parlais du frigo, alors effectivement, gérer ce que tu as dans le frigo, en sachant que tu dois rentrer les dates, scanner, etc., c'est un peu relou. Mais par contre, ça, moi, ce qui me fait rêver, c'est celui de Samsung où tu as la caméra de ce que tu vois dans le frigo. Ça, par contre, quand tu es en train de faire tes courses, que tu n'as pas pensé à faire ta liste de courses avant parce que tu es toujours à l'arrache. C'est pas organisé. Ah ouais, non, pour les courses, nous, c'est une catastrophe. Par moment, on dit, tiens, il nous faut du beurre, et on revient, on a 4 plaquettes de beurre dans le frigo. Hein. Donc, c'est une catastrophe. Nous, les courses, c'est une vraie catastrophe. Et ça, rien que ça, le dire, je suis en train de faire mes courses, je veux savoir ce qu'il y a dans mon frigo, j'aimerais bien. Mais je suis étonné qu'on n'ait pas, que ça soit pas encore arrivé à plus grande échelle, là, justement, ce genre de système de détection de ce que t'as chez toi, je sais pas, via des puces RFID ou autre, que tu sois capable facilement de scanner, que ça t'incrémente facilement, justement, un stock, comme ce qu'on est en train de décrire. Il n'y a pas besoin de puces RFID, tu sais. Non, mais il faudrait juste la caméra devant le frigo et tu scannes comme tu scannes les bips bien parce sûr, que maintenant, avec l'intelligence artificielle, il va repérer sur ton pack la date de péremption, quoi. Oui. Non, mais moi je parle de ça parce que moi dans le milieu où je bosse, dans le milieu industriel, justement tous les gens qui gèrent la logistique, il y a ça en place. Nous justement, c'est des trucs qui ont été mis en place. Voilà, tu passes devant des portails, t'as un routier qui amène une palette de X trucs, ça passe devant un portail et clac, tu sais exactement la quantité, ce que t'as exactement dedans. Enfin, voilà. Et je me dis pourquoi on n'est pas capable, t'es au supermarché, tu te connectes, boum, tu sais exactement t'as un listing exactement de ce que t'as dans ton frigo à l'instant T, quoi. Je pense que on y viendra, ce genre de truc. On avait vu au CES les caméras intégrées dans le frigo et qui commençaient à faire de la reconnaissance d'aliments, justement. La caméra était capable d'identifier quand c'était des pommes, des carottes, etc. Et périmé, si ta carotte a été pourrie, il pouvait te le dire de mémoire. Hein. Oh, une aubergine. Après, voilà, non, c'est pour lier nous demande Viagra. Arrête, tu me fais peur, j'en ai mangé ce soir des aubergines, c'était peut-être des carottes alors. La techno, elle demande à évoluer encore un peu, et puis après, ça va être les tarifs, parce que ce genre de frigo coûte encore très très cher quand même. C'est clair, c'est 2500 balles minimum, même le petit, hein. Laisse tomber. Et ça fait plusieurs fois que mon frigo, il me fait des siennes. Je regarde les tailles, je regarde par rapport aux tailles que je peux mettre. En frigo connecté, il n'y a rien. Il n'y a rien par Samsung. Déjà regardé et les pauvres trucs connectés, je crois que c'est LG de mémoire, un truc comme ça, qui dit que c'est connecté. En fait, t'as rien du tout, quoi. T'as même pas la consommation électrique. C'est comme les machines à laver, en fait. T'as que dalle en machine connectée. Enfin, ça n'a rien de... Non. Tu mets une prise connectée et c'est aussi bien, quoi. C'est ça. Bon. Avant de passer au sujet suivant, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager par rapport à ton installation et ton usage de la domotique, Cédric? Non, aujourd'hui, non, j'ai fait à peu près le tour sur le système. Là. Bon, alors, basé sur toute cette expérience, tu as déjà quand même beaucoup conseillé, tu proposes sur ton blog des articles, comment choisir sa solution domotique, etc. Est-ce que déjà de base, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore lancés, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on se lance, quand on veut installer de la domotique pour toi? Faut pas acheter de matériel chez Orange. Pardon. Si, les périphériques, pourquoi pas, encore une fois. Oui, quand c'est un protocole ouvert. Ouais. Non, mais oui, trêve de plaisanterie, il faut éviter les protocoles propriétaires autant que possible. Sauf, on a des solutions Somfy, par exemple, c'est du protocole propriétaire, mais ou même du Deltador, c'est du propriétaire, mais ils ont un catalogue tellement vaste et c'est des solutions qui ont été, qui sont pérennes. Ah, c'est pas des nouveaux sur le marché, quoi. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose auquel on peut se fier, mais comme tout à l'heure on disait, la box de Castorama vendue à un seul endroit avec un protocole propriétaire, ça il faut absolument éviter. Aujourd'hui, ça va, les protocoles tendent à s'unifier, comme tu disais tout à l'heure avec Thread qui va arriver, qui va reposer beaucoup sur du Zigbee, etc. Aujourd'hui, les protocoles domotiques, on a Z-Wave, on a Zigbee,
voilà, ça va être les deux principaux. Et Notion, oui. Donc voilà, on commence à avoir des choses assez stables et qui sont capables de communiquer avec beaucoup de solutions. Donc ça, c'est un premier point. Éviter autant que possible les solutions qui sont basées sur le cloud. Parce que malheureusement, tout à l'heure on parlait de la ZBase. La ZBase, quand la société a fermé la porte, les gens se sont retrouvés en plein hiver avec leur chauffage qu'ils pouvaient plus contrôler, parce qu'elle reposait sur le cloud et sans ça on pouvait plus rien faire. Donc il faut opter pour une solution qui est autonome. Alors on a moi je suis sur JDOM, mais on a Fibaro, Vera, il y a plein de solutions qui sont autonomes. Et autonome, ça veut dire en cas de coupure internet ou si jamais la société vient à couler, la solution, elle ne dépend pas de serveurs extérieurs, elle continuera à fonctionner quoi qu'il arrive. Ça, c'est important. Si on part sur une solution autonome, donc sans cloud et avec un protocole qui ne soit pas propriétaire, déjà, on résout beaucoup de problèmes. Après, il y a une autre chose, c'est l'effet waouh. Je sais qu'à une époque, par exemple, j'étais passé sur Fibaro parce que l'interface était jolie, ils avaient une belle application mobile, mais il faut pas baser son choix de solution sur l'effet waouh de la solution. Sur la partie design pure, comme on disait, de toute façon, l'interfaçage, logiquement, si c'est bien fait, tu l'utilises pas. Donc, si c'est bien fait, oui, on met en place des automatismes, des scénarios. En plus, aujourd'hui, on a les assistants vocaux qui permettent de piloter quand on a besoin de prendre la main. Normalement, on ne doit pas avoir besoin de se rendre sur l'interface. Donc, du coup, l'effet waouh, on s'en moque complètement. Donc, il y a ça. Et après, le dernier point, c'est si on peut éviter les périphériques Wi-Fi. Un périphérique Wi-Fi, aujourd'hui, c'est une grande partie des objets connectés. Alors, ça cartonne parce que le Wi-Fi, ça parle à tout le monde. On prend Madame Michu, on va lui parler Z-Wave ou Zigbee, elle va nous regarder bizarrement. Le Wi-Fi, il y a des chances que ça lui parle un peu plus. Alors, le problème, c'est que le Wi-Fi, c'est bien si on met juste un thermostat connecté en Wi-Fi ou une ampoule comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si on met si on veut piloter toute sa maison en Wi-Fi, ça peut aller très vite. On peut vite arriver à une soixantaine de périphériques. Tous connectés en Wi-Fi, ils vont rapidement saturer le réseau de la maison. Alors, surtout que la plupart des box des opérateurs ont du mal à supporter plus de 50 périphériques. Je confirme. Tu vas saturer ton réseau si effectivement ton gestionnaire de Wi-Fi est pourri. C'est les box internet qui sont fournies, effectivement, c'est le Wi-Fi est généralement pas terrible. C'est de la merde. Ouais, alors j'ai essayé d'être politiquement. On a tellement craché sur Orange aujourd'hui. J'ai essayé de faire un peu du politiquement correct. Moi, je peux cracher sur Free. J'ai eu le cas chez Free où j'avais écroulé complètement le. Et puis quand j'ai eu le gars au téléphone qui a pris la main sur ma box, il m'a dit mais monsieur, le problème c'est que vous avez beaucoup trop d'objets connectés en Wi-Fi et autres, quoi. Donc voilà. Oui, et ça c'est un vrai problème. Ou alors il faut créer un réseau Wi-Fi que pour les objets connectés. Et encore, mais c'est toujours pareil. La box de l'opérateur, t'auras beau faire un deuxième réseau Wi-Fi, etc. Ça va être compliqué. Hein. Faut acheter un vrai gestionnaire de réseau. Tu prends du Netgear Orbi. C'est quand même solution grand public. Hein. Je vais pas parler de ma solution Unify de chez Ubiquiti, qui est pas du tout du grand public normalement. Mais de Orbi Netgear, moi je suis passé là-dessus, hein, tu le sais bien d'ailleurs. Je suis passé là-dessus justement suite à mes soucis là et ça a été réglé direct. Hein, et là c'est le top du top, quoi. Vraiment, j'ai du Wi-Fi mais au top. Ouais. Donc voilà, si on peut essayer d'éviter ces points-là, je pense qu'on n'a pas trop de soucis. Ouais, alors désolé, mais moi sur la partie Wi-Fi, je dirais pas qu'il faut éviter les périphériques Wi-Fi. Comme tu l'as dit, ça marche bien, mais si tu as un Wi-Fi robuste, c'est surtout ça. Moi, pour le coup, je suis pas trop d'accord sur le fait de déconseiller parce que de toute façon, on aura des produits Wi-Fi et il y a quand même des produits Wi-Fi qui sont de plus en plus top. Enfin, moi, c'est toute la gamme Shelly qui m'émerveille, qui est en Wi-Fi, qui est pas cher. Tu vois, on parlait des prises connectées pour mesurer. Chez Fibaro, les wall plugs à 60 balles, alors que des Shelly qui font exactement la même chose, hein, qui sont juste Wi-Fi, par contre, 2500 watts, c'est 16 euros quand tu les commandes sur le site Shelly, quoi.
Donc, tu vois, là, tu peux te permettre d'en foutre partout. Bon, effectivement, par contre, tu as investi, peut-être, c'est vrai, 300 balles dans un système Wi-Fi intéressant, quoi. Ouais. Ah, mais là, du coup, on commence à toucher un public un peu averti, parce que la majorité des gens, ils sont à la box de leur opérateur. Et les gens, même en essayant de leur faire comprendre, mon Wi-Fi, je capte mal à l'étage, machin, prends un Wi-Fi mesh type Orbi, par exemple, les gens, ils voient pas pourquoi ils investiraient dans un truc alors qu'ils ont une box fournie gratuitement par leur opérateur et qui fait Wi-Fi, quoi. Ah, c'est marrant, moi, j'ai de plus en plus de questions où les gens, ils se plaignent de leur Wi-Fi et ils me posent la question, et quand je leur explique, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un truc comme Orbi, quoi. Tu vois aujourd'hui les opérateurs comme Free, là, avec leur dernière Freebox Pop, qui te fournissent avec, moi je l'ai pas pris justement avec, mais qui te fournissent le petit répéteur Wi-Fi. Les gens, ils sont satisfaits avec ça, quoi. La plupart, ils se disent, c'est top, ça y est, j'ai du Wi-Fi partout dans la maison, mais ils s'imaginent pas que derrière, effectivement, faut pas saturer non plus, quoi. Non, c'est gratuit. Non, alors pour le coup, ouais, c'est non, pas ça de la marche merde, bien. Ça marche. Non, mais c'est vrai que si la question c'était si je veux m'équiper en domotique, pour commencer, effectivement, faire gaffe à ça. Si tu dis pour commencer m'équiper en domotique, petit 1, je m'installe un routeur Wi-Fi avec une vraie antenne. C'est pas la plus. Non, c'est si tu vas plus loin, mais c'est toujours pareil. Ouais. Tu commences la domotique. Combien de personnes a commencé la domotique juste en achetant un premier objet connecté? Tu vois, le thermostat et dire le Wi-Fi pas terrible pour commencer. Disons que si tu commences à multiplier le Wi-Fi, là effectivement, il faut te poser la question. Mais on tombe dans un autre sujet qui est le budget. D'ailleurs, pour toi, Cédric, est-ce que la domotique, c'est toujours cher? Est-ce qu'il faut un gros budget? Non, alors ça a bien évolué. Dans mon livre, alors voilà, ça c'était la constatation il y a 5 ans. Je proposais un budget inférieur à 2000 € pour une maison résidentielle de 100-120 mètres carrés. Donc si on prenait en compte la gestion du chauffage, l'éclairage, les volets roulants, un peu de suivi énergétique et même un peu de sécurité avec détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture et une box domotique, on arrivait à tenir un budget inférieur à 2000 €. Et ça, c'était en basant il y a 5 ans sur du Z-Wave en priorité et en comptant à peu près 50 € par point de contrôle. Aujourd'hui, comme tu disais, on a le Zigbee, on a du Chili, etc. On pourrait, je pense, sans trop de mal, réduire de moitié le budget. Donc, avec un budget de 1000 € aujourd'hui, on pourrait déjà pas mal s'équiper dans la maison. C'est clair. Ouais, déjà, tu te fais une sacrée installation pour 1000 €, je pense. Ouais. Et 1000 € par rapport au budget qu'on nous a annoncé il y a 10-15 ans, c'était 20 à 30 000 € une installation domotique, on en est très loin. C'est clair. Et après, l'autre avantage de la technologie aujourd'hui, c'est que il y a 15 ans, on faisait une installation, par exemple, KNX, déjà c'était 20 à 30 000 €, il fallait tout installer tout de suite parce qu'il y a un bus à installer dans toute la maison. Il fallait passer des fils partout, ouais. Oui, là aujourd'hui, avec la majorité des périphériques qui sont sans fil, on peut dire cette année, je vais automatiser mes volets parce que j'en ai marre de me taper cette galère-là. L'année prochaine, j'aurai un peu plus de budget, je vais voir pour passer à l'éclairage. On n'est pas obligé de tout faire en une fois. C'est clair. Donc non, le budget aujourd'hui, c'est plus un frein. Et tout à l'heure, on parlait du maintien à domicile des seniors. Une installation domotique, même si on tape fort à 2000 €, dans beaucoup de cas, ça va être un mois de maison de retraite. Alors, c'est un mois de maison de retraite où c'est une grosse partie, c'est une petite partie de ce que tu payes en système de surveillance avec abonnement, etc. En plus. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire. C'est que toi, tu pourrais effectivement t'occuper de la propre surveillance, mais qui est en fait une surveillance passive, puisque ça te prévient. Alors que de l'autre côté, tu as besoin d'un collier avec le petit bouton rouge. Si la personne l'a pas appuyé quand elle tombe, voilà quoi. Non, mais oui, et puis le problème, j'ai été moi-même confronté à ça avec mes grands-parents, que ce soit la montre ou le collier, les 3/4 du temps, ils le mettent pas, ils restent sur la table de nuit. Ma grand-mère, ils l'ont retrouvée presque au bout de 24 heures allongée à côté de son lit. Elle avait pas son capteur et si personne n'y avait été, elle serait peut-être restée là.
Ouais. Donc aujourd'hui, tous ces capteurs, c'est moins intrusif pour les personnes et c'est tout aussi efficace, voire plus, pour pouvoir surveiller sans en plus être obligé de mettre des caméras, parce que c'est vrai que pour une personne âgée, voilà, il voit d'un mauvais œil les caméras. Mais aujourd'hui, on a même des détecteurs de mouvement qui sont capables de détecter des chutes. Ouais. Donc il y a des périphériques qui sont vraiment dédiés à ce type d'utilisation. Ah, mais tu prends même la Netatmo Welcome, tu la mets, et si elle détecte pas le visage, terminé, quoi. Ouais, c'est Tu ça. sais qu'il n'y a pas eu de mouvement, et ça, c'est vachement précis. Bon, le souci, c'est qu'on est quand même dans une période de transition où, on va dire, ces seniors qui ont vraiment besoin de surveillance ou d'aide, bon, moi je connais, la plupart du temps, ils n'ont pas Internet. Hein, mais c'est un peu, C'est une problème. période transitoire. Ouais. C'est effectivement le problème, c'est que moi j'avais pensé justement mettre des choses en place chez mes grands-parents. Et, alors j'ai des grands-parents qui ont Internet, mais d'autres grands-parents, dont une grand-mère qui n'a pas tout ça. Donc par lui mettre un boîtier 4G, un truc le temps qu'il faut, et puis voilà. Mais après, c'est transitoire, parce que, enfin, ne serait-ce que les lignes de téléphone, les lignes fibrées, elles sont en train de dégager. Ouais. Dans pas longtemps, il faudra avoir une box pour pouvoir téléphoner. Ouais, mais ça, après, ça va être pour nos parents. Nos parents, c'est sûr, ils auront Internet. Ils ont quand même vécu avec Internet, même s'ils l'ont découvert sur le tard, contrairement à nous. Et encore, nous, on est quand même l'avoir découvert sur le tard à partir de 15 ans, l'âge de 15 ans. Mais enfin oui, ça sera pour nos parents qu'on pense à tout ça. Si la surveillance de nos aînés doit juste passer par l'installation d'une box internet, c'est pas... oui, non mais bien sûr. Moi après c'est toujours pareil. Il faut pas que ça devienne juste une lubie d'un geek pour ça. Il faut et on en parle. Enfin moi c'est. Tiens mamie, je t'ai ouvert une chaîne YouTube. C'est ça. Je suis sûr qu'il y en a qui cartonneraient en plus avec leurs recettes quand je vois certains grands-parents qui font encore de la cuisine et ça tombait par terre, mais bon. Alors. Transition. Cette fois-ci, elle est pas au top. C'est que le prochain sujet, c'est en fait ton labo de test. Tu via ton blog, tu testes énormément de choses. Et en quoi justement tu viens pas perturber cette production, ton environnement de maison pour pas foutre la merde à chaque fois que tu as un nouveau produit, quoi. Est-ce que tu gères deux environnements distincts ou est-ce que dès que tu reçois un produit, tu l'intègres dans ta maison et ta compagne vient râler parce que ça y est, plus rien ne fonctionne? Alors, ça, c'est une grosse problématique, oui. En fait, sur les 13 ans du blog, ça fait à peu près 2 ans que j'ai vraiment un environnement de test, on va dire. Parce que, en fait, mon environnement de test, c'était, ma maison. Donc, j'avais un interrupteur ou un système, je changeais. Alors, on a vu les différentes boxes domotiques que j'ai pu tester à travers le temps. Souvent, elles étaient compatibles Z-Wave. Donc, ça m'est arrivé de migrer toute mon installation. Donc, comme c'était Z-Wave, j'ai pas eu besoin de remonter les actionneurs, etc. Je migrais juste la configuration. Mais oui, il faut une certaine période d'adaptation. Des fois, ça bug. Donc, oui, ça a été un problème. Alors, depuis 2 ans, j'ai un environnement de test. Là, même tout récemment, je me suis fait une platine de test sur laquelle je peux monter des interrupteurs, des ampoules, même des modules en RIDE-in, etc. Parce que, truc tout bête, mais démonter un interrupteur, c'est pas fait pour être démonté tous les mois non plus. Déjà, c'est contraignant. C'est vrai, ouais. C'est contraignant pour moi devoir toujours intervenir. C'est contraignant pour les utilisateurs parce que les contrôles c'est plus les mêmes, donc faut qu'ils reprennent leurs habitudes. Et puis à force de démonter et en monter, on finit par abîmer un peu la déco aussi, hein, la peinture autour, etc. Donc maintenant j'essaie de faire proprement sur une platine de test, c'est plus simple. J'ai sur mon Synology, j'ai plusieurs VM avec différents systèmes domotiques pour pouvoir faire les tests. Alors quand les solutions domotiques n'existent qu'en hardware, comme Somfy par exemple, j'ai quasiment toutes les box du marché, donc je fais les tests sur les box. Donc j'essaie de faire ça en environnement de test. Disons que mon environnement de test, il est passé de la maison à mon bureau.
Aujourd'hui, ça m'arrive encore d'installer des trucs dans mon bureau où je passe la majorité de ma journée, donc l'éclairage, etc. Ça reste en utilisation courante, mais dans un périmètre plus restreint. Après, j'ai d'autres choses pour lesquelles je peux pas faire autrement. Typiquement, un robot tondeuse, voilà, il faut que je l'installe dans le jardin. Robot aspirateur, lui, il fait toute la maison aussi. J'ai encore une bonne partie de périphériques qui sont quand même installés dans toute la maison. Ouais, mais tu viens pas non plus perturber complètement les choses, quoi. Pour ce genre de produit-là, attention, un robot tondeuse, Oui, etc. Ouais, moi, si je dis à ma femme, je teste plusieurs robots aspirateurs, elle va être hyper contente. Hein. Si j'en ai 3-4 qui tournent. Bah, au bout d'un mois, ils en ont marre. Hein. Là, sous mes meubles, j'ai des meubles surélevés, j'en ai 4 de planqués et un vraiment en service. Donc, il faudrait que je fasse des courses de robots à la maison, ça pourrait être assez drôle. Ah ouais. Viens, on va en faire. Moi, j'en ai aussi 4 là qui traînent. Je commence à en vendre, ça y est. J'en peux plus. Disons que les appareils, quand ils sont performants, ça pose pas de soucis. Par contre, tous les produits ne sont pas aussi performants et des fois ça peut poser des soucis. Des fois, ça arrive ma femme rentre et puis elle cherche ses chaussures dans toute la maison, elle sait pas où elles sont passées. L'aspirateur s'est pris dans un lacet et puis il l'a trace-balai à travers toute la maison. Donc, il y a quelques petites péripéties, mais c'est pas des trucs très méchants. Bon, et justement, par rapport à tous ces tests, qu'est-ce que tu as pu tester de plus improbable dans tous ces produits en 13 ans alors ? Alors, avec le recul, c'est pas facile parce que à force de nager dedans, ça paraît presque normal. Il y avait un équipement qui était vraiment sympa, c'était le Fumicube. Alors, c'était un système qui est surtout utilisé par les professionnels, type bijouterie, tout ça, mais qui arrive chez les ouais, les DJ. Mais ça arrive de plus en plus chez les particuliers. C'est pas la machine à fumer du DJ. Mince. Non, c'est. J'avais étudié la possibilité avec une telle machine, mais ça prend trop de temps. Le Fumicube, c'est un boîtier qui est vraiment conçu pour remplir une pièce de fumée opaque en moins de 10 secondes. Donc quand ça se déclenche, ça va très vite et on voit pas à 20 cm devant soi. Et c'est utilisé depuis très longtemps, par exemple dans les bijouteries, parce que les cambrioleurs, s'ils peuvent plus rien voir, de toute façon ils peuvent rien piquer, donc ils ont plus qu'à essayer de trouver la sortie. Et c'est des équipements qui commencent à arriver chez les particuliers. Ouais, moi pardon, je te coupe, j'ai un bureau de tabac moi à côté de chez nous justement qui l'année dernière était équipé de ça justement et alors il a été cambriolé apparemment et ça s'est mis en route. Par contre les riverains autour ont appelé les pompiers et tout le monde a déboulé parce que ils ont cru qu'il y avait un incendie. Ah oui, c'est impressionnant. J'avais fait une vidéo YouTube là-dessus, j'allais dire, où je m'étais amusé à faire un peu le cambrioleur. Je m'en suis pris plein le nez, plein la gorge, que ça pique un peu quand même. Mais bon, j'ai pu vérifier la performance de l'équipement et c'est plutôt convaincant. C'est un truc à usage unique ou comment ça? Oui, c'est ça un peu le souci. Alors il y en a qui sont totalement à usage unique, faut jeter carrément la boîte une fois que c'est fini. Il y en a d'autres, ça fonctionne avec des recharges. Alors de ce que j'avais vu aux dernières nouvelles, ça tournait entre 80 et 100 € la recharge. Donc faut pas le déclencher pour rien non plus, quoi. Ouais, mais bon, tu t'es pas censé non plus le déclencher pour le plaisir. Après, par contre, est-ce qu'il y a une date de péremption sur ce genre de produit-là? Il me semble, mais la date est assez longue. Mais après, niveau utilisation, il faut faire, comme j'avais expliqué dans mon article, c'est un contact sec fibre rouge, je crois de mémoire, et c'est en cas d'alerte, on se connecte chez soi, on jette un coup d'œil à la caméra, là il y a une effraction, là on le déclenche manuellement. Il faut surtout pas, c'est que ça se déclenche automatiquement, parce que là, madame a oublié de désactiver l'alarme, elle se fait gazer là. Ça roule. Ça c'était un équipement assez sympa. J'avais à l'époque, c'était le système qui permettait d'ouvrir son portail en faisant un appel de phare. Ça c'est ouf ça. Alors ça c'était sympa, mais en fait c'est pas l'appel de phare en lui-même qui fait ouvrir le portail, c'est juste que quand on actionne l'appel de phare, ça fait un contact sec sur un petit module qu'on monte sur la voiture, et lui il communique sur un module relié au portail. Est-ce que c'est celui de Edisio?
Alors Edizio on avait fait un, mais moi j'en avais installé un qui était sorti bien avant. J'ai plus le nom en tête. La boîte, je crois qu'elle a Celui coulé d'avant, depuis. je connaissais pas. Moi, j'ai acheté celui d'Edizio et je l'ai jamais monté. Il est dans les cartons là-bas. Mais ceux que j'avais, ça avait une portée d'une centaine de mètres. Alors en ville, ça peut être problématique. Par contre, à la campagne, voilà, une centaine de mètres, c'est rien du tout. Et ça permet d'avoir son portail qui est ouvert avant même qu'on arrive devant chez soi. Ouais, et je me souviens que celui excellent. d'Edizio, tu pouvais faire un appel de phare, 2 appels de phare, 3 appels de phare. Ouais. Donc tu pouvais Donc, déclencher ça- plusieurs actions. Alors le portail et le garage, etc. Et tout. Enfin, c'est bien ça. C'est intéressant, c'est un truc à mon avis qu'on verra arriver chez des fabricants un jour. Alors aujourd'hui évidemment avec des systèmes type CarPlay et compagnie, quand vous avez un portail connecté, vous arrivez devant chez vous avec les géologues, vous avez l'icône, le truc, faut appuyer dessus. Mais là je trouve ça vachement cool hein, que ce soit intégré comme ça. Non, je pense pas. Enfin, je pense que c'est dépassé ça, parce que Tu maintenant, crois, ouais. logiquement, tu peux embarquer très facilement un assistant vocal dans ta voiture. Si effectivement tu as pas CarPlay ou Android. Ouais, mais là, le fait que, ce soit vraiment un équipement intégré de la voiture, là, que t'actionnes vraiment ton truc derrière le volant, je sais pas. Ouais, moi je serais plus trop. Ouais, t'as peut-être raison, c'est peut-être un truc vraiment. Ouais, parce dans que l'usage. encore une fois, maintenant, si tu veux, même si t'es pas compatible ton autoradio, tu rajoutes un allume-cigare avec avec l'assistant. Le Je Google, fais attention à pas dire l'assistant, sinon tout va se déclencher. D'Amazon. L'assistant de Amazon ou l'assistant de Google, tu vois, tu peux le faire. Et il y a D'ailleurs, n'est pas dispo en France encore le truc de Google là, que tu Pardon mets dans une cigare. C'est pas encore dispo en France ça le truc Google. Ça me faisait rêver moi il y a quelques temps là quand j'ai vu. Bah attends, Cédric, on l'a acheté, ensemble aux mais vous l'avez- États-Unis. on l'a à Las acheté aux Vegas, États-Unis. c'est ça Ouais. C'était l'année dernière ou l'année d'avant qu'on l'a acheté? L'année dernière, il n'y en avait pas. L'année dernière, il me semble qu'on avait ramené ça, mais je On crois l'a acheté qu'en l'année France, dernière il est encore difficile à trouver. Ouais, il me semble. Hein. Ah Moi, oui, je il crois il que n'est fallait- toujours pas sorti le Rob Viva en Google Assistant. Ouais. D'accord. Ouais, moi, je voulais en acheter on peut le un trouver parce sur que- eBay, mais assez difficilement. Ouais. Bon, Bon, je vais te le revendre, Antoine. Ça va. marche. Et donc, tu as ça, et puis tu avais à une époque dans la voiture, moi, c'était le truc que je voulais faire aussi avant que tout ça arrive, c'était le bouton Bluetooth de chez Nodon pour lancer des actions. Tu pouvais ça Oui. aussi. Dire, Oui. tu mets un petit Oui. bouton Bluetooth qui, dès que tu cliques, ça envoie en fait via ton téléphone une requête Ouais. HTTP, quoi. Oui, mais alors le bouton de Nodon, je sais pas si on le trouve encore. Non, il se fait plus. Ils Par avaient contre, eu des soucis. Ils m'avaient dit dans un salon que il avait arrêté parce qu'ils avaient quand même eu des soucis de fiabilité. Mais par contre, dans le même genre, il y a Flick qui existe même depuis bien avant celui de Nodon. C'est un bouton qui est encore plus petit. Et là, ils ont sorti une nouvelle version justement au CES compatible HomeKit. Donc c'est pareil, c'est un petit bouton qu'on peut coller où on veut. Il est même fourni avec des stickers pour le personnaliser et on peut déclencher les actions qu'on veut. Donc dans les démos, ils font même voir des fois, t'en as 3-4 sur le tableau de bord de la voiture, un pour la musique, un pour le portail, etc. Bon après, c'est bien parce que c'est les fabricants, mais quand tu comptes le prix du bouton à chaque fois, ça commence à chiffrer un peu. Et puis un bouton dans la voiture pour lancer la musique alors que t'as un autoradio. Ah puis on a tous quasiment le bip du portail pendu au trousseau de clés, donc au final si c'est pour rajouter un bouton, voilà Ouais. quoi. En fait, oui et non, c'est que. Enfin je dis ça, moi je l'ai supprimé parce que justement moi je. Bah, voilà. Parce le que fais avec moi, en fait, CarPlay ou avec mon je téléphone, l'utilise voilà. plus juste en télécommande du portail. Je lance plutôt un scénario Ouais c'est ça. dans ma ouais. domotique qui, Bah en oui. fonction, j'ouvre le portail et ou le garage, etc. Donc, j'interviens pas directement avec mon périphérique de motorisation. Donc, c'est ça la différence. D'autres objets farfelus, entre guillemets, ou qui Insolite. insolites, voilà. J'avais eu dans le domaine de la robotique un petit robot qui reprenait un peu le principe du robot aspirateur, mais en plus petit, et qui était en fait conçu pour faire des massages. Donc en fait, il fallait s'allonger sur le ventre, tu poses le robot sur le dos et il fait différents parcours sur ton dos. Et il a des roues crantées et en fonction de différents programmes, il fait différents massages. C'était assez surprenant. Mais il est assez lourd pour appuyer suffisamment fort.
Et justement, c'est ce qui manquait, et je pense que c'est pour ça que ça a pas bien fonctionné. C'était un petit robot tout en plastique et ça manquait de poids pour vraiment appuyer. Ça, c'était un petit peu dommage. L'idée était originale, mais voilà. Après, en restant dans le domaine des robots, un robot que tu connais aussi, il me semble, c'est le dernier de chez Roborock qui intègre une double caméra qui est capable enfin, il a été conçu pour reconnaître les excréments d'animaux. Alors sur le coup, on se dit. Ouais, alors pas que, il n'y a pas que les excréments, oui, mais oui, on en pas a que les beaucoup animaux. parlé. On en a parlé, mais il est même livré avec une fausse crotte de chien, c'est ça Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si dans le package au final tu l'as, ou est-ce excellent. qu'il l'avait mis que pour les testeurs comme Cédric et moi. Je sais pas ça. Si dans le paquet pour les clients, j'imagine la tête de alors je vais pas dire Madame Michu, bon, tant pis, je dis Madame Michu qui déballe avec sa fausse crotte, mais what the fuck quoi. Mais ouais. Non, c'était surprenant, mais après, avec du recul, il y a beaucoup de gens qui ont le souci justement des animaux qui ont fait dans la maison et le robot passe derrière, il en tartine dans toute la maison. Et ça paraît bête, mais il y a un vrai intérêt en fait. Benoît l'a bien expliqué pendant l'épisode de Home Assistant. Pas qu'avec les crottes de chien, avec le Nutella. Ouais, c'est ça, c'était le pot de Nutella. Mais du coup, avec les excréments, ou comme tout à l'heure, j'essaie, ma femme qui cherchait ses chaussures parce que le robot les avait emmenées, avec ce robot-là, justement, ça n'arrive plus. Parce qu'il identifie bien que c'est une chaussure et il va la détourner. Ou même, tout simplement, tu t'attends à ce que l'aspirateur il soit fait et qu'il n'y a pas trop de poils, ou il n'y a plus trop de poils d'animaux. Et en fait, au premier mètre, il s'est pris un câble électrique ou une chaussette ou une chaussure. Et puis, merci, au revoir, terminé. Il s'est mis en erreur. Ça, c'est et ça, justement, le câble électrique et tout, il reconnaît bien vraiment. Il est bien capable de... Ouais, c'est top. Ça. Il est impressionnant là-dessus. Ouais, moi, c'est les problèmes que j'ai. C'est là, voilà, on a l'intelligence artificielle qui arrive dans ce type d'appareil et qui a vraiment un intérêt. Et une fonctionnalité qu'on met pas souvent en avant sur ce produit-là, c'est le fait de dire, tu t'en sers comme caméra de surveillance. Bah ouais. Ouais, tu vas aller vérifier un truc. Tu as un doute, tu vas le prendre et tu le pilotes. C'est pas juste tu reprends les caméras, tu le fais avancer dans ta maison. C'est toi qui le télécommande sur ta plage à Honolulu et tu regardes quoi. Et ça c'est génial. C'est clair que c'est top. Ouais. C'est une fonction qu'on attendait depuis longtemps parce qu'il y a bien 5 ou 6 ans, LG avait sorti un modèle qui le faisait, mais la résolution vidéo était tellement pourrie que c'était inutilisable. Mais il filme qu'au ras du sol ou il prend tout? Il filme à ras du sol, mais il a un champ de vision assez large quand même. D'accord. Ouais. Tu vois quand même beaucoup plus le parquet, mais bon, tu vois, enfin, disons que si tu te mets relativement loin d'un adulte, tu le vois l'adulte, hein, forcément. D'accord. Ouais, tu peux fixer une caméra une caméra sans fil sur ton robot, Gaëtan, si tu veux. Genre Eufy et autres, Ou le drone. De toute façon, la prochaine étape, ce sera le drone qui fait. Bah oui, c'est ce que j'allais. Dans la maison. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui a fait des essais avec ça? C'est pas Amazon. C'est Ring. C'est Ring, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai hâte que ça sorte, ça, pour tester. Ouais, je sais pas, hein, parce que faut vraiment être sûr qu'il y ait personne à la maison, parce que se faire décapiter par un drone. Si t'as envie de refaire la déco, c'est le moment. Il aura des protections d'hélice et de toute façon, il va pas faire un parcours tout seul. C'est un parcours préprogrammé qu'on lui fait faire. Ouais, alors je me méfie toujours des trucs comme ça quand t'as des animaux aussi. Après, j'en ai plus. Le chat, le chien, moi je... Le canari. Quand on joue au drone avec mes enfants, le chien il court après. Là, c'est sûr et certain, il lui saute dessus, il le chope. Qu'est-ce qu'on entend quand on joue au drone? Tu lances le drone Non, je plaisante. Voilà. Est-ce qu'il te le ramène quand tu le lances? Je lance le drone dans un fleuve et ils vont le chercher. Voilà. Ils pilotent leur drone. Voilà. Petit canaillou. Okay. Écoutez, on approche de la fin. On va peut-être laisser un peu de dégoût après toutes ces explications. Vas-y Cédric, dégoûte-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu veux nous dire pour nous faire rêver? C'est intéressant ce que tu fais. Non, c'est nul. T'es chez toi, tu fais que écrire des articles de blog. Tu sors pas de chez toi, bien sûr. Si, justement, c'est ça qui est le plus sympa dans ce domaine-là, c'est rencontrer du monde, voir les exposants, découvrir les produits. Donc, d'ailleurs, c'est grâce à ça, là, ça aurait fait la 8e année que j'allais au CES.
Et alors la première année, c'était un rêve. C'est le jour, alors j'y étais allé grâce à Domadou. Moi, j'avais mon travail salarié et je tenais mon blog à côté. Et un jour, Domadou m'a dit on t'invite au CES, t'écris pour nous et pendant 15 jours et tu nous accompagnes au CES. Et alors là, c'était un rêve parce que pour un geek aller au CES, c'est le Graal. Et en fait, ça s'est tellement bien passé, j'ai suis retourné une deuxième fois. Et après, le feeling est bien passé avec Domadou, ils m'ont embauché. Et du coup, ça fait 8 ans que j'allais au CES. Et là, les 2 dernières années, j'ai même été membre du jury du CES, qui est une expérience assez sympa, qui permet de découvrir des solutions avant tout le monde. Parce que les dossiers, on les reçoit au mois d'octobre. On est sélectionné pour une catégorie. Là, ça fait 2 ans, je suis sur la Smart City. On a 50, 100 dossiers à gérer et on découvre les produits avant même qu'on en parle au CES. Donc, on se retrouve un petit peu. Et c'est un jury de combien de personnes? C'est un jury qui. Il y a 80 personnes, un peu moins d'une centaine de personnes, tout domaine confondu. Ah ouais, donc c'est vraiment. Il y a pas mal de catégories aussi, hein, quand même. Hein. Oui, j'imagine, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de catégories. En plus, ce qui fait plaisir, c'est qu'on est assez peu de Français à être représentés. Je crois que cette année, on était 2 Français. Donc sur près d'une centaine, voilà. Chapeau. Donc bravo, merci. Bah c'est voilà parce que j'ai un blog qui commence à dater. Le livre a fait un gros plus aussi pour être reconnu dans le domaine. Donc voilà, ça ouvre un peu de voie. Et grâce à ça, j'ai eu l'occasion aussi de faire 2 plateaux télé, une émission radio. C'est des expériences qui sont super sympas à faire. Tu m'étonnes. Eh ben, dis donc, on ira faire un podcast jusqu'à ce qu'on arrive à ça avec Tech Café Domotique. Hein. Mais non, l'année prochaine, on ira faire un podcast en live au CES. Alors, des fois, ça s'enchaîne plus vite que prévu. Bon. Ça, il y a 15 ans, j'étais en contrôle de gestion, j'aurais pas pensé être là aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ouais. Et quand on voit les écoutes, j'allais dire les vues, mais les écoutes du podcast, où vous êtes de plus en plus encore à chaque émission. On vous remercie pour ça. Vous êtes des milliers. On ne désespère pas de demander à notre rédacteur en chef de nous envoyer au CES pour l'année prochaine s'il se tient en physique. Oui. Guillaume, si tu nous écoutes, c'est bien une demande officielle. N'est-ce pas, les gars? Ouais, mais on verra une facture. Faut lui dire qu'avec un CES, vous avez de quoi faire des podcasts pendant 6 mois. Bon, faut trouver des sponsors. Hein. Ouais. Bon. Faut trouver des sponsors. Non, parce qu'on arrive à faire un épisode CES en une seule fois. Généralement, on prend que les meilleurs. D'ailleurs, on a fait dernièrement le sujet, mais bon. Mais sans CES. Ouais, alors si, il y avait bien un CES, mais il était un peu pourri. Hein. On est bien d'accord, ouais. Cédric. Ouais, il faut avouer. C'est pour le salon qui représente la technologie dans le monde, c'est le salon. Moi, j'aurais rêvé d'un salon où je mettais mon Oculus Quest sur la tête et je me baladais en réalité virtuelle sur le salon, quoi. Et là, c'était plat. C'était plus un annuaire d'exposants avec des communiqués de presse à télécharger. C'est fou ça, hein, qu'ils n'aient pas fait un truc plus innovant que ça. Quoi. On l'a évoqué un peu dans l'épisode du CES. En comparaison, l'IFA à Berlin avait fait beaucoup mieux. On avait un vrai salon virtuel. Avec des pièces qu'on pouvait visiter, les exposants avaient retapissé les murs, il y avait des produits en 3D au milieu des rooms, etc. Non, le CES, ouais, décevant cette année. Bah écoute, t'en auras quand même fait 8, et puis bah le prochain, on va s'arranger. Oui. Bon bah écoute Cédric, merci pour ce temps de partage. Encore une fois, beaucoup. On explose les compteurs. À chaque fois qu'on a un invité, on approche les 2 heures où on les a dépassés. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci pour le temps de présence ici, mais le temps de préparation aussi. C'est clair, mine de rien, en off, il y a pas mal de préparation. Hein. Et merci bien sûr aussi pour ton blog qui nous a tous mis le pied à l'étrier, même c'est pas clair, que sur la domotique. Hein, je me souviens de l'article sur installer l'équivalent de Synology, mais sur c'est ce que j'allais dire en plus. HP Proliant, c'était pas ça? H54, ça, hein, tu vois, tout des genres de choses là. Donc, et moi il y a l'aspect aussi qui me plaît beaucoup sur ton blog,
et que j'en attends beaucoup, c'est tout l'aspect que t'as mis en place avec ton terrain autonome et toute la gestion que tu fais justement à distance et autres. Ça, je trouve ça hyper intéressant aussi. Ah bah ça, c'est quelque chose qui va beaucoup évoluer. Là, d'ailleurs, j'y vais ce week-end. Je vais mettre en place une caméra de chez Reolink en 4G, qui a l'avantage par rapport à la Harlow que j'avais testée d'être motorisée et d'avoir un panneau solaire intégré. Donc là, ça ouvre encore des possibilités. Donc oui, j'ai encore des petites choses sympas et peut-être même mettre un réseau Wi-Fi en place avec de la 4G pour piloter différentes caméras. J'ai plein d'idées pour ce terrain. C'est top, ouais. Je pense que ça va prendre beaucoup sur cette partie-là, un peu côté terrain, survivalisme, etc. Et puis surtout qu'aujourd'hui, tout le monde veut se barrer à la campagne, donc. C'est ça. Ouais. Ah oui, et puis en abordant le sujet, je me suis aperçu en fait que beaucoup de personnes avaient des terrains comme ça un peu à l'écart et qui se posaient la question de comment le sécuriser, etc. Donc il y a une vraie demande dessus, il y a des choses intéressantes à faire. Peut-être un épisode spécial Tech Café où on te réinvitera justement pour en parler. Pourquoi pas. Écoute. Bon, écoute, encore une fois, merci. On va parler des chaînes YouTube ou blogs qu'on souhaite mettre en avant. Bon, alors, on va pas le cacher, on l'a déjà dit 50 fois. Si vous le connaissez pas, c'est maisonedomotique.com, le blog de Cédric. Et Gaëtan, Antoine, je crois que vous avez sélectionné un autre blog. Oui, notre site. Qui est cachem.fr, CACHEM, qui est en fait un site qui est principalement qui porte principalement pour tout ce qui est le NAS, Synology et consorts, enfin c'est pas que Synology, mais dedans il parle également de Raspberry, il parle également d'installation de solutions, il commence à parler un petit peu de domotique, et comme on parle régulièrement d'installation des différentes solutions type JDOM, Home Assistant, etc., et bien pour ceux que ça intéresse, ils peuvent y retrouver peut-être un complément d'information et voir un petit peu ce domaine-là, parce que le NAS, malgré tout, on le retrouve régulièrement dans les épisodes, on en parle plus ou moins. Donc ça peut être complémentaire, c'est vachement intéressant, c'est très pédagogique. Et si vous voulez vous pencher sur le sujet, vous avez énormément de comparatifs. Il parle pas que d'une seule marque, il explique pas mal de choses, donc c'est hyper intéressant et c'est plutôt bien écrit et bien fourni, bien pédagogique. Écoutez, merci pour l'info parce que cachem.fr, je ne connaissais pas. CACHEM. C'est ça, comme caché. Et puis tu refais m.fr. Donc c'est dans les notes de l'émission. Voilà, de toute façon, encore une fois, vous avez toutes les notes de l'émission sur le site techcafé.fr. Vous pouvez aussi nous mettre des commentaires. Alors, cette fois-ci, on n'en a pas eu de nouveau, mais on revoit les différents commentaires et on répond à vos questions, soit sur le site, mais aussi on reprend certains commentaires intéressants dans l'émission. Donc, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire sur l'émission. Et puis aussi rappeler, même sur le Apple Podcast et compagnie, nous mettre même plus généralement sur des étoiles, voilà, sur Tech Café, n'hésitez pas. Allez, c'est l'instant, abonnez-vous, le pouce bleu, la notification, les étoiles, etc. Ouais, parce qu'il faut le dire quand même, Tech Café régulièrement arrive dans le top 10 des meilleurs podcasts tech en France. On est plusieurs fois passé même dans le top 5, je crois. Oui. Donc c'est quand même assez énorme, faut dans dire. La partie domotique également, ouais. Tout à fait. Et donc vous avez un site techcafé.fr, si j'ai pas de bêtises, mais également un Discord si vous voulez interagir de manière beaucoup plus fluide. Sachez qu'il y a également un Discord Tech Café avec une section domotique. Yes. Aussi. Très bien. Plein de trucs en fait, plein de trucs. Voilà, on essaye de partager tout ça avec vous, donc n'hésitez pas aussi à nous partager si vous êtes content. Ou si vous avez des choses à ce que l'on corrige. Ça a été le cas il n'y a pas si longtemps. Donc on essaye de s'améliorer aussi pour vous. Voilà, c'était tous les participants. Encore une fois, Cédric Loqueneux de Maison et Domotique. Merci Cédric. Merci à vous. Merci beaucoup. Antoine. Oui. On te retrouve sur... vous pouvez me retrouver sur mon site thewalkingdad.fr, mais qui sert surtout un peu de hub que je referai un peu plus propre prochainement. Vous pouvez me retrouver là-dessus, et puis sur sur les réseaux sociaux habituels, sous le même nom, The Walking Dad FR, Instagram, Twitter et autres. Voilà. Gaëtan.
Gaëtan, vous me retrouvez sur cotigeek.fr. Vous avez un article de blog tous les ans. Parle aussi que ça permet d'aller sur ta chaîne YouTube. Oui, en fait, c'est beaucoup plus productif sur YouTube. Oui, vous retrouvez sur la chaîne YouTube, vous retrouvez Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez pour si vous voulez voir un petit peu ce que je fais de beau. Voilà, sur YouTube où tu fais bien ton influenceur parce que tu nous influences à acheter des choses. C'est clairement. Voilà. Pour ma part, moi, vous pourrez me retrouver bien sûr sur le blog ça sert à quoi.com, excusez-moi, fin de journée, ou sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter, blog ça sert à quoi. Voilà, le Flipboard, n'oubliez pas que, encore une fois, on vous met le lien dans les notes de l'épisode, mais on a un Flipboard où on vous met quelques informations qu'on a pu trouver à droite, à gauche de nos lectures et qu'on vous partage, c'est gratuit, on a quand même pas mal de lecteurs déjà et abonnés, donc n'hésitez pas. C'est surtout pour suivre les dernières news domotiques. On ajoute tout ce qu'on voit passer d'intéressant. Et notamment de maison et domotique. Souvent, c'est vrai, souvent aussi. Forcément. Bon, écoutez, parfait. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Messieurs, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bien sûr. Merci Cédric. Ça marche. Merci encore Cédric. Salut. À bientôt tout le monde. Merci. Salut. Au revoir.